Ce n'est pas une unité absolue de richesse. Et je pense que c'est une des grandes erreurs que font les bitcoiners. Le bitcoin, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, n'est pas une unité de mesure de la richesse. Une monnaie est toujours un ratio de valeur. Demain, nous arrivons soit par rapport à l'État, l'effondrement de l'État, soit par rapport à une sécession, soit dans un monde libre. Dans ce monde-là, il n'y a pas besoin de Bitcoin. Il n'y a pas de Bitcoin, il sert à rien. Il n'a aucune valeur. Moi, j'en veux pas. Parce qu'il sert à rien. Que ça aide énormément de gens à réaliser que le fiat est une saloperie, oui. Que ça aide énormément de gens à voir l'inflation et à vouloir se détacher de l'inflation, oui. Donc ça fait beaucoup de choses positives. Mais surtout, s'il vous plaît, ne venez pas de me dire que c'est une monnaie, non. Que c'est une réserve de valeur, non. Que ça sera le moyen de devenir plus libre, non. Et que ce sera la monnaie du monde libre, non plus. Aujourd'hui, on est là pour parler de Bitcoin. On avait déjà eu l'occasion d'échanger là sur Twitter. Il y a eu un débat qui s'est créé. C'était par rapport à un post que j'avais repris une vidéo. C'était de Michael Saylor où il avait en fait parlé de Bitcoin. Possible. Comme d'habitude. Possible. Et Michael Saylor, le dirigeant maintenant d'une boîte maintenant qui a plus de 20 ans, 25 ans. C'était avant la bulle Internet, 1998. Qui fait des logiciels pour faire de l'analyse qui permet aux entreprises de... Analyse financière ? Ouais, analyse financière, il me semble. Microstratégie. Et en fait, il expliquait pourquoi ça serait intéressant, peut-être, pour les États, pour les Américains, de, en fait, transitionner, de faire une sorte d'attaque sur toutes les autres nations. En gros, où ils se mettraient à vendre leur or pour acheter du Bitcoin et donc faire s'écrouler le prix de l'or et en même temps arriver en premier sur Bitcoin et après créer une sorte de course à l'achat de Bitcoin et où il se positionnerait en avant. Bon, voilà, c'est des scénarios... C'est typiquement de la spéculation, ça. Hein ouais, c'est une sorte... je sais pas si on peut... Une sorte d'attaque spéculative sur leur dollar, sur les monnaies fiat qui commencerait. Et en fait, il se dit, en fait, c'est inévitable, donc pourquoi ne pas le faire avant que les autres fassent une attaque sur notre dollar ? Voilà, donc après, il y avait un échange qui s'était suivi sous le post où avec d'autres libertariens, bitcoiners, minarchistes, je sais pas comment trop les nommer, il y avait des échanges et en fait, on avait du mal à comprendre où étaient nos points de désaccord. Mais ensuite, toi, tu as partagé une vidéo, pour ainsi dire, numéro 60, que j'ai eu l'occasion de regarder, où tu expliques, et j'ai l'impression que c'est là tout le problème, c'est que Bitcoin est immatériel. C'est un des aspects, oui, mais de manière générale. En tout cas, là, sur ce point de désaccord, j'ai l'impression que ça venait de là. C'est un des points de départ, mais... Mais donc, pour toi, c'est quoi, en fait? Pourquoi, aujourd'hui, est-ce que tu possèdes du Bitcoin, déjà? Non. Ok. Et pourquoi? Parce que, pour moi, ce n'est pas une valeur refuge. Ok. Mais c'est même pas un bon investissement? Aussi, pour spéculer, oui, certainement. Okay. Si le but est à court terme, je sais pas moi, dans les 4-5 ans, de dire, tiens, de parier sur, je mets 1000 balles de Bitcoin pour espérer en récupérer 5000 dans 5 ans, ou peut-être 50 000, j'en sais rien. Sans doute. Avec cet objectif-là, pourquoi? Mais c'est le seul objectif pour moi. Ok, donc... Donc mon argent, si tu veux, mais ça c'est un choix personnel, ça c'est autre chose. Mon argent, je l'ai décidé de le mettre ailleurs, mais ça c'est un... Il y a le choix personnel que je peux faire quant à placer mon argent, et mes motivations par rapport à ça, ok. Tu me vois rarement discuter de ça, parce que même s'il y a forcément un lien, hein, évidemment. Si j'étais convaincu de la valeur économique, et non pas spéculative, du Bitcoin, probablement que j'en achèterais. C'est effectivement logique. Mais après, il me semble que la motivation à faire la vidéo ou à discuter aujourd'hui, etc., en tout cas pour moi, elle est pas là. Moi, je vais être direct tout de suite. Vas-y. Tu poses la question. C'est pour moi, j'interviens en général sur des vidéos, la vidéo 60 et d'autres qu'on a pu faire avec Laurent, en tant que libertarien et porte-parole, un des porte-parole
des libertariens et de la liberté en général. Il se trouve qu'il y a quand même pas mal de synergie entre le mouvement libertarien et le mouvement Bitcoin. Ok ? Et donc il y a beaucoup de bitcoiners qui tiennent des positions consistant à dire que le bitcoin est un instrument, sinon le véritable instrument de la liberté. Je te donne mon point de vue et ce qui me motive dedans, d'accord ? Je reviendrai si... Bien sûr, bien sûr. Je ne partage absolument pas cette vision des choses. Pour moi, Bitcoin n'est absolument pas, en tout cas, pas à long terme. Ça peut être un instrument, tactique, oui, on peut en parler aussi, mais c'est pas l'instrument de la liberté, parce que justement, ce n'est pas une monnaie. Tu vois, mon raisonnement est celui-là. C'est très bien pour la liberté. Bitcoin serait un instrument de liberté? Non. Et notamment parce que ce n'est pas une monnaie. Et donc, si tu veux, les discussions ont glissé sur ce truc, sur tout ça, en disant, ah bon, Bitcoin n'est pas une monnaie? Ben non, Bitcoin n'est pas une monnaie. Et donc, il y a eu tout un tas de discussions, d'échanges, etc. sur, mais comment peux-tu dire que Bitcoin n'est pas une monnaie? Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Saifedean Ammous, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, l'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme 2 livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orange peel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Pourquoi, selon toi, Bitcoin n'est pas une monnaie? Alors, d'abord, Victor, faut essayer de te dire une chose, ce n'est pas selon moi, d'accord? Je suis pas seul à tenir ces propos-là et les gens qui le tiennent sont déjà plutôt relativement sérieux en matière économique. Mais bon, c'est pas juste une phobie de Stéphane Gère. Ce n'est pas une monnaie parce que une monnaie, pour être une monnaie, doit avoir une valeur commerciale propre. Et on peut-être directement commencer par ça parce que voilà, je pense qu'il y a une profonde incompréhension sur ce truc-là. Tu prends une monnaie, quelle qu'elle soit. Bon, je parle de l'or, je m'en fiche. Une chose, d'accord, qui à un moment donné, dans des circonstances socio-historiques quelconques, d'accord, se trouve jouer le rôle de monnaie. Le rôle de monnaie, c'est, dans un contexte économique donné, c'est toujours je vais essayer d'employer des mots différents. Security, tu vois, un actif. Comment? Un actif? Oui, si tu veux, un actif. D'ailleurs, c'est intéressant qu'en anglais, on parle de security, c'est pas bon. Mais l'actif, effectivement. Très bien. C'est l'actif que tous les gens qui viennent jouer sur ce marché-là à un moment donné vont reconnaître ensemble, pour tout un tas de raisons, peu importe, reconnaissent ensemble comme étant la valeur la plus attractive. Celle dans laquelle tout le monde va vouloir disposer, ou reconnaît une liquidité, c'est-à-dire la capacité à être échangé, c'est ça la liquidité, la plus grande. Vendabilité, ça se traduit souvent très mal. J'en suis même pas là, toi. Là, tu es déjà un cran plus loin. C'est pas ça la liquidité, au final? Non, la liquidité, c'est la capacité à être vendu le plus facilement possible. C'est pas la vendabilité? Oui, tout à fait. Vendabilité, pardon. Oui, c'est ça. C'est un marketability. Ouais. C'est la capacité à être vendu, échangé le plus possible. Quelle qu'elle soit. C'est pas un peu comme on parlerait d'une Rolex au milieu de nulle part, d'un morceau d'or. Dans des camps de concentration, ça peut être les cigarettes. Ouais. Un bout de pain. Un bout de pain, tout à fait. Une anecdote, juste pour situer, les gamins aux États-Unis au moment d'Halloween, avec tous les bonbons qui sont échangés,
tu les mets dans une pièce, t'as un grand bol de bonbons, ils vont tous se ruer sur un bonbon spécifique qui est celui que tout le monde aime. Et ce truc-là, ils vont tous échanger autour de ça. Ce bonbon-là, c'est une monnaie pour les gamins. D'accord ? Peu importe, c'est l'actif, comme tu dis, qui à un moment donné, dans les circonstances étonnées, est reconnu plus ou moins par tout le monde comme étant le plus attractif, vendable, liquide. Et je n'ai pas parlé d'or, je peux pas parler d'argent, peu importe, peu importe. Il faut qu'il y ait cette caractéristique. Pourquoi il faut qu'il y ait cette caractéristique ? Parce que la monnaie, ensuite, quand elle est monnaie, c'est par rapport à elle que les prix vont s'exprimer. Tu vas dire, tiens, ce bouquin, il vaut non pas des euros, mais peut-être des cigarettes. Parce que tout le monde sait que la cigarette est l'unité d'échange sur laquelle on va se référer. D'accord ? Et quand tu dis, ce bouquin, il vaut 3 cigarettes, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que la valeur relative que tu donnes à ce bouquin, exprimée en valeur relative de cigarettes, est de 3. C'est un ratio. C'est le ratio entre la valeur du bouquin et la valeur de la cigarette. C'est un ratio. Ce n'est pas une unité absolue de richesse. Et je pense que c'est une des grandes erreurs que font les bitcoiners. Le bitcoin, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, l'euro non plus, n'est pas une unité de mesure de la richesse. Une monnaie est toujours un ratio de valeur. Ce n'est pas une unité de mesure de la richesse. On ne peut pas mesurer la richesse. Ça ne se mesure pas. Donc, si tu veux, je finis juste. C'est à partir du moment où c'est un ratio de valeur. Ok, juste pour comprendre la différence entre richesse et valeur, parce que c'est sur là-dessus que tu oui, bien sûr, mais c'est pas. C'est la richesse, ça serait ce qu'on déclarait d'objectif. C'est ce que les gens imaginent, en fait, tout à fait. La valeur, ça serait subjectif. Bien sûr, Okay. tout à fait. Donc, la richesse, quelque part, dans l'inconscient collectif, c'est un truc qui est plus ou moins absolu, d'accord ? Ouais. Alors que ça n'a pas de sens. Ce qu'ils vont appeler la valeur intrinsèque de Voilà, okay. Exactement. Tu retombes dans ce genre de choses, tout à fait. Et c'est pour ça que les gens vont avoir tendance à dire qu'il y a des unités de richesse. Mais non, en fait, en réalité, non. Et si tu regardes la structure des prix, c'est le ratio entre la valeur subjective, effectivement, mais au moins commerciale, de un produit par rapport à l'autre produit. C'est un ratio. Mais pour qu'il puisse y avoir un ratio de valeur, il faut qu'il y ait une valeur. Ok. Mais est-ce que là, tu es en train de te mordre la... Ah, pas du tout, parce que je suis en train de te dire que pour que quoi que ce soit puisse être une monnaie, il faut qu'il ait une valeur commerciale en tant que telle. La cigarette a pu avoir une valeur commerciale, un bouquin peut avoir une valeur commerciale, le sel peut avoir une valeur commerciale, l'or peut avoir une valeur commerciale. Et quand le bitcoin, je sais pas ce que ça veut dire. Quand tu dis commercial, ça au sens du chemin de marché, au sens d'échange. Sa valeur... d'échange. Ta valeur d'échange. Le cours sur le marché. Et en quoi Bitcoin ne peut pas avoir ça ? Quelle est la valeur commerciale du bitcoin ? Du bitcoin en tant que tel. Pas le prix qu'il a aujourd'hui. Il a un prix, le bitcoin ? Il a un prix en euros. C'est l'euro qui est la référence. Moi, je te demande le prix. Qui va vouloir acheter le bitcoin en tant que bitcoin ? Parce que c'est du bitcoin. Pour en faire quelque chose d'autre. Quelle est la valeur du bitcoin ? Ok, pour une utilité autre que... mais oui, que le fait de faire des échanges. C'est ça le truc. Mais si... C'est ça le truc. Tous les trucs dont on a parlé ont tous une valeur d'usage, on va dire, c'est le terme communiste, mais bon, peu importe, une valeur d'usage qui est hors de son rôle monétaire. Le point, c'est de voir que la monnaie a d'abord une valeur commerciale d'usage, machin, et parce qu'elle a cette valeur, tout le monde en veut, et comme tout le monde en veut, ça devient une monnaie. C'est dans cet ordre. Mais si on va dire l'expérience et entre guillemets la réalité nous prouve que nous prouve que le Bitcoin mais nous montre que ça peut être différent. Ah non, ça peut pas être différent. C'est ça le point. Ça peut pas être différent. Au final, on parle. La règle que tu énonces, si j'ai bien compris, c'est la régression. C'est lié à la régression, tout à fait. Le théorème de régression. Oui, disons que le théorème de régression vient de ce phénomène. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas le théorème est posé puis on discute. Non. Le théorème de régression. Du communisme. Non, voilà, c'est pas on dit il y a le théorème et puis tout d'un coup. Non, c'est parce que
C'est parce que les choses se passent de cette manière-là que le théorème s'applique. Le théorème n'est jamais que la traduction de ces mécanismes. Je comprends bien, mais Effectivement. Donc, juste pour réénoncer le théorème, il dit qu'à chaque fois, il y a eu un échange passé qui explique la valeur d'aujourd'hui. Exactement. Et en fait, tu peux revenir à chaque fois en arrière jusqu'à ce qu'il y ait un jour où on l'a utilisé pour la première fois, un jour. C'était un échange commercial où il n'était pas utilisé en tant que monnaie, mais comme autre chose. Exactement. Mais aujourd'hui, peut-être que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme le théorème de comment ça s'appelle la relativité de Einstein, et on dit voilà, on est on constate le monde tel qu'il est. Ce théorème nous permet d'expliquer toutes les choses auxquelles on avait affaire, et il marche super bien. On est capable de quasiment expliquer tout ce qu'on voit. Et puis un jour, en fait, on invente le microscope et on se dit punaise, en fait, il y a ce monde microscopique qui, en fait, d'un coup, ne marche plus avec les règles du théorème. Sauf qu'on n'est pas dans cette situation avec Bitcoin. Bah, j'ai l'impression que si, en fait, que d'un coup, Bitcoin ouvre des portes qui sont le monde de l'information, où d'un coup, on a réussi à... Où c'est qu'on a réussi? Bah, on a réussi à intégrer le monde physique dans le monde informationnel via la preuve de travail. Ouf, la preuve de travail. Alors, on va revenir sur la preuve de travail. Et on a publié une vidéo là-dessus où en fait on a traduit une vidéo de Jack Mallers qui a fait une présentation là, c'était sur l'île de Madère, où il reprend du coup toute cette explication qui avait été aussi... Il croit vraiment que la preuve de travail est un moyen d'intégrer, mais c'est... Ouais. En gros, c'est n'importe quoi. Pour la faire courte, la preuve de travail, c'est un moment tu dois déployer... Tu me permets juste d'essayer de restituer ce que tu me dis pour être sûr que je comprends ce que tu dis. D'accord? Je conteste pas. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. J'essaie juste de restituer ce que tu me dis. Mais j'expliquerai après la preuve de travail pour que les gens puissent me suivre quand même. Mais je vais essayer de le faire en même temps. Ouais. J'ai l'impression que la thèse que tu avances consisterait à dire, oui, mais en fait, de toute façon, les bitcoins qui existent, qui circulent à un moment donné, leur origine vient du minage et donc de la preuve de travail qui est liée au minage. C'est à ce moment-là que les bitcoins sont créés. Et donc la preuve de travail, parce que elle a telle et telle caractéristique, si je comprends bien, est le moyen de tout d'un coup remplacer la valeur venue du marché par une valeur venue de la preuve de travail. J'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de dire. Non, là c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Parce que ça serait faux. Hein. Oui, non, c'était juste pour se rendre compte qu'il y a une sorte d'ovni là qui est en train d'arriver, qui est Bitcoin. Grâce à la preuve de travail, il permet d'avoir des propriétés assez particulières dans le royaume de l'information, dans le cyberespace. Mais ce ne sont pas les propriétés de Bitcoin qui font que c'est une monnaie. C'est ça que j'essaie de te Non, là c'est pas pour expliquer. J'essaie pas d'expliquer que c'est une monnaie. J'essaie juste d'expliquer qu'il a réussi à créer la rareté numérique. Mais encore une fois, je suis désolé de te couper. C'est absolument pas le sujet. Sérieux. On peut parler des propriétés de Bitcoin, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je ne discute pas, je ne conteste pas certaines des propriétés dont la rareté soi-disant de Bitcoin. Il ne faut pas se tromper. Je suis pas d'accord sur tout, mais je vais pas non plus tout contester, d'accord? Mais ça n'est pas ça qui permettra jamais de faire que Bitcoin est une monnaie. Tu peux mettre toutes les qualités de Bitcoin que tu veux, ça changera rien. Je comprends bien. Mais là où je voulais en venir, c'était que j'essaie d'expliquer pourquoi. Et en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que on réfléchit tous les deux, je pense, avec un peu le système de pensée de l'école autrichienne, qui part du principe que on n'essaye pas de faire dire aux gens des choses, on essaie en fait d'écouter leur subjectivité. Et à partir de là, on essaie juste de l'accepter. Aujourd'hui, en fait, un nombre grandissant qu'on peut plus juste qualifier de fou,
Non, Aujourd'hui, j'ai qualifié personne de fou. oui, non, mais je veux dire, il y a un moment où on pourrait se dire, voilà, il y a Non. 10 personnes dans un petit lotissement qui ont décidé d'appeler leur chien un éléphant. Bon, on pourrait dire que c'est un fou. Je comprends ça. Mais là, maintenant, il y a un nombre grandissant de personnes qui vont qualifier Bitcoin et qui vont même l'utiliser en tant que monnaie. C'est pas vrai, ça. Oui, mais C'est tout le sujet. Ce que tu dis là n'est pas vrai. oui, mais s'ils font tout comme de la monnaie, est-ce que c'est à la fin, c'est pas de la monnaie? Mais Genre, non, parce que tu prends. Mais non, parce que là, non, parce que tu confonds moyen de paiement et monnaie. Tous les gens dont tu parles utilisent un moyen de paiement. Ça, c'est indiscutable. S'ils l'utilisent comme réserve de valeur, comme moyen Mais de ce n'est paiement pas et comme... une réserve de valeur. Pour qu'il y ait réserve, S'ils pour ont qu'il y ait rien réserve de valeur, il faut qu'il y ait valeur. Tant que tu ne m'auras pas démontré que Bitcoin, en tant que Bitcoin, a de la valeur, tu ne pourras pas me parler de réserve de valeur. Non. Si je suis capable d'acheter chaque année plus Ça que montre l'année... juste que tu es capable de mettre de l'argent dans un truc qui n'a pas de valeur. C'est tout ce que ça montre. Pourquoi qu'il n'a pas de valeur? Bah, Si je suis capable d'acheter plus chaque année avec. Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Ou même autant. C'est juste comme, c'est la même analogie que vous n'aimez pas, mais c'est exactement la même analogie que le truc des tulipes à l'époque et qui a grimpé. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un truc qui est spéculatif, qui se trouve que son prix monte. C'est tout ce que tu as dit. Ça ne montre pas que c'est de la valeur. C'est-à-dire que dans 10 ans, tu n'as aucun élément pour justifier. Oui, mais est-ce que c'est pas juste ta subjectivité contre la mienne face... Parce qu'au final, la valeur, c'est juste ça, c'est une subjectivité. Laisse-moi juste aller jusqu'au bout. Vas-y, je te laisse. Ce qui est incontestable, et ce que je ne conteste pas, c'est qu'il y a des gens qui pensent, qui y voient de la valeur, ou qui parient plutôt sur de la valeur, et tu es dans une logique spéculative. Ça, c'est incontestable non plus. Enfin, donc, je ne conteste pas, je veux dire. Donc, il y a des gens qui, effectivement, à un moment donné, ont choisi de mettre de l'argent et parient plus ou moins sur, effectivement, qu'il va y avoir une augmentation de valeur. C'est incontestable. Mais c'est limité aux gens qui, aujourd'hui, ont fait cette démarche et qui ont décidé de prendre du Bitcoin. Tu ne peux pas, par contre, déjà, faire le tri dans tous les Bitcoiners ou tous les possesseurs de Bitcoin. Je devrais pas employer ce mot-là. Mais le tri entre ceux qui croient vraiment dans une monnaie et donc de la réserve de valeur et ceux qui font un pari spéculatif. Tu ne peux pas faire le tri entre les deux. A priori, il y a les deux, donc je vais dire un taux totalement arbitraire, d'accord? Je ne sais pas combien de processeurs de Bitcoin. Disons qu'il y a 1 million. J'en sais rien, franchement. 5 millions, si tu veux, ça je sais rien. Mais sur le million ou sur les 5 millions, il y a peut-être un tiers, un quart de gens qui sont purement spéculatifs. Toi, il faut déjà que tu... Bon. Mais quand bien même, ces gens-là sont incontestables en nombre, c'est pas toujours évident de savoir quelle est leur réelle motivation et leur subjectivité de valeur, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que tous les autres gens, par contre, ce qu'il faut voir, c'est les autres. Il y a ce que tu vois, mais il y a ce que tu ne vois pas. Tous les autres, eux, n'ont pas fait ce choix-là. Donc, tous les autres, eux, par contre, n'ont toujours pas vu la valeur de Bitcoin. C'est là où j'essaie de te dire. La valeur, c'est dans l'autre sens. Je pense que c'est important de définir la spéculatif. Oui. Et genre, tu dis mais tu fais juste le pari que tu as mis 100 un jour et que demain, tu en tireras. Ok. Enfin, c'est tout. C'est pas plus loin. Mais on va dire que même après, voilà, t'as décomposé le groupe de possesseurs de Bitcoin en plusieurs sous-groupes. Donc il y aurait les personnes qui pensent vraiment que c'est une réserve de valeur. Et puis après, il y a ceux spéculatifs. Mais j'ai du mal à voir comment on est vraiment capable de les distinguer. Ah, je ne le distingue pas, mais je dis juste qu'il forcément les deux existent. C'est tout ce que je dis. Ouais, non, mais j'ai du mal à croire que, en fait, ils aient pas tous un peu les deux casquettes. Ah ben, j'en connais au moins un qui est clairement dans une seule des catégories, des deux catégories. Mais moi, je te parle en général, parce que, au final, un spéculateur, à qui on n'a pas juste dit, voilà, bon, achète et revend tel jour, tu vois, ça va faire plus 130%. La plupart, quand ils arrivent, ils vont au moins avoir regardé quelques vidéos, au moins s'être un petit peu instruits, au moins avoir un début de compréhension qui leur donne une conviction que, en fait, la raison pour laquelle il va prendre tant de pourcentage, c'est parce qu'il y a une sorte de... ils se sont créés une thèse d'investissement qui est Bitcoin, son adoption va augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui vont le considérer comme une réserve de valeur. De la même manière que quand tu vas aller sur une place de marché et que tu vas te dire, en fait, je veux acquérir ce bien qui est le plus liquide, je le fais parce que j'ai aussi la conviction que plus de personnes vont le faire. Mais Victor, quand une chose est une réserve de valeur,
C'est pas comme ça qu'on raisonne. Mais quand elle se crée... Non, mais quand une chose est une réserve de valeur, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne en expliquant en quoi c'est une réserve de valeur. D'accord. J'essaie toujours de revenir sur le truc, c'est la valeur est première, et ensuite est bien la spéculation. Là, on est dans le schéma inverse. On spécule, donc on dit qu'il y a de la valeur. C'est ça que tu es en train de me dire. Le fait qu'on spécule montre qu'il y a de la valeur. Non. S'il y avait de la valeur, alors les gens spéculeraient. Tu vois, c'est la différence. Exemple, tu prends le grain. Le blé. Excuse-moi de parler. Grain. Les céréales. Les céréales ont de la valeur commerciale parce que les gens vont bouffer, etc. Et donc, dessus se créent des phénomènes de marché, des cours à terme, etc. C'est ça qui permet de lisser les cours des céréales, peu importe. Il y a clairement de la spéculation qui s'installe sur les cours du blé, des céréales en général. Et au bout du compte, c'est ça qui fait que les prix s'équilibrent. C'est un autre sujet. Mais c'est juste pour dire que oui, il y a de la spéculation, mais de la saine spéculation. Je dis pas que le Bitcoin, c'est pas une j'essaie juste de positiver la spéculation. Bon. Donc, la spéculation existe, mais elle existe sur quelque chose sur lesquels les gens savent, qu'il y a une valeur et qu'ils vont récupérer un truc. Ils jouent sous tout un tas de facteurs pour maximiser leurs gains. Pas de problème, mais j'essaie de dire que ces types de spéculation-là, les gens qui se lancent dans ces spéculations-là, ils voient d'abord qu'il y a une valeur, un marché, une utilité, une fonction économique, et que c'est pour ça qu'ils vont se lancer dans la spéculation. Là, toi, ce que tu me racontes, regarde comment tu me le dis. Il y a plein de spéculations il y a plein de spéculations, donc il y a de la valeur. Non. C'est dans l'autre sens que ça devrait être. Explique-moi la valeur, je spéculerai. Non, je vais t'expliquer. Et c'est pour ça, en fait, que je commence à faire mon explication de la preuve de travail et en fait, du fonctionnement. Mais la preuve de travail n'est pas un apport de valeur. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. J'essaie de faire comprendre pourquoi Bitcoin, grâce à la preuve de travail, a des propriétés qui lui permettent d'être attractif. Parle-moi de... Je suis désolé de te couper, Victor. Parle-moi de valeur. Oui, arrête de me parler de qualité. Quand je te parle de la céréale, je te dis pas la céréale. Oui, super. Je vais te parler de la valeur. Pour moi, en tout cas, la valeur que j'en perçois de Bitcoin et qui est partagée par beaucoup de personnes, c'est sa qualité. C'est ce qui permet de faire. Donc, je peux faire des échanges n'importe où dans le monde sans avoir d'intermédiaire, je peux faire passer outre la censure, je peux transférer, je peux voyager avec l'ensemble de mes avoirs en Bitcoin à travers le monde sans que personne en soit au courant, sans qu'il puisse m'arrêter. Je peux passer n'importe quelle douane avec juste une information dans ma tête. Tu me décris un moyen de paiement. Là. Oui, mais moi je te décris surtout l'apport de valeur qu'il a par rapport aux autres méthodes de paiement et aux autres réserves de valeur et ainsi de suite. Non, tu vas parler d'un moyen de paiement, là. Par exemple, on fait un cas. On arrive même un aéroport aujourd'hui, mais ça pourrait être un aéroport qui est devenu encore plus totalitaire. Je t'arrête tout de suite. Je suis désolé. Essaie de te concentrer sur de la valeur commerciale. Je vais te donner... Tu es en train de me dire, c'est bien parce qu'on peut payer avec, même dans des pays totalitaires. Ça, c'est un moyen de paiement. Ce n'est pas une monnaie. Oui, mais je t'explique. On est à l'aéroport. Là, d'un coup, on doit passer la douane. Et je te propose deux solutions. Je te dis, soit tu vas essayer de t'enfuir avec ton lingot d'or, ou sinon... Je ne vais pas parler d'or. Hein. Oui. C'est marrant que je suis désolé d'être désagréable, mais je cherche à te pousser parce que vous faites tous les mêmes erreurs. Je suis désolé. Qui est? Ne me parle pas d'or. C'est pas parce que l'or a je parle d'or parce que c'est la meilleure monnaie physique. À aucun moment j'ai parlé d'or. Non, mais peu importe. C'est pas parce que l'or a des défauts que le Bitcoin a des qualités. Oublie l'or, ne me parle pas d'or. Parle-moi de Bitcoin. Le monde se fait par comparaison. Ah non, à quel moment tu m'as entendu parler de l'or? Tu sais que je suis pour l'or. Moi, peu importe. Je fais pas un procès sur l'or. Pousser exprès, je suis désagréable exprès, parce que je cherche à te faire pousser quelle est la valeur du Bitcoin. À quoi ça sert? Tu me parles de moyen de paiement pour le moment. Je te l'explique. On est à l'aéroport. Je te propose n'importe quel type de monnaie physique.
qui pour toi de toute manière semble être la seule possibilité de monnaie, c'est il faut que ça soit physique. Oui. Et à côté, je te dis, bah voilà, je te donne ce bout de papier sur lequel il y a écrit une suite de mots qui vont te permettre d'avoir ces bitcoins quand tu vas arriver de l'autre côté. Le seul moyen que tu vas avoir pour passer la frontière, ça va être d'utiliser Bitcoin. Ah bon? Et si dans ma tête, j'ai le code secret d'accès de mon coffre-fort, machin, truc muche, Mais il y a un film, je sais plus dans quel tu viens de film. cet endroit et tu dois aller de l'autre. Mais ça change rien. Je Oui, sais mais plus dans je te dis que d'un il y a coup, un film, il faut que je me rappelle, je sais pas si c'est pas dans Bourne, une des séries de la James Bond, là. Pas de Bond, Jason Bourne. oui, Jason Bond, je te remercie. Je sais plus lequel c'est. La Il y a un vengeance moment donné, il est peau. dans la voiture, il appelle un numéro, c'est pas trop qui il appelle, pour vérifier. Non, c'est un James Bond, autant pour moi. Il appelle pour vérifier qu'il a bien toujours ses trucs sur son compte, etc. Il a de mémoire, il a mémorisé de tête. Il a mémorisé un numéro de téléphone, il a mémorisé de sa combinaison d'accès. Il y a quelqu'un qui lui répond, et il y a quelqu'un qui est un tiers, machin, qui a confiance, qui lui transférera son nom ou autre chose en toute confiance. Ça change quoi? Là, tu parles d'un. Pour le coup, je suis pire sur l'analogie que tu dis. Tu me dis, le mec, il a un bout de papier, il part, il est sûr avec son... C'est la même chose. Non, c'est totalement différent. Parce que là, on a affaire à... On parle de quantités qui sont des millions, voire des milliards pour James Bond, où en fait, il a il peut utiliser le système actuel. Il a aussi le MI6 qui est derrière, qui s'occupe... Non, mais si, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, Bitcoin, la qualité... Et donc, ça, pour moi, la valeur subjective de chacun de ces utilisateurs, c'est de se dire, j'ai pas besoin d'avoir le MI6 qui est derrière moi pour transférer. Il n'y a pas de MI6 dans mon exemple. C'est juste pris un mec qui a appelé. Non. Un mec qui a appelé une. Mais non. Aujourd'hui, il y a un tiers de la population mondiale qui n'est pas bancarisée, qui ne peut pas transférer comme ça des fonds. Tu as besoin de tenir ton identité, tu as besoin d'avoir un minimum de choses pour permettre de faire ça. Aujourd'hui, Bitcoin, tu vois, ça, demain... c'est très intéressant. J'avoue que je te remercie parce que j'ignorais ce chiffre. Je te remercie. Un tiers des gens qui n'est pas bancarisé, ça veut dire que ces gens-là, du point de vue monétaire, sont tous dans le domaine de la monnaie physique. Tu penses sincèrement que les gens bancarisés, non bancarisés, au fin fond de l'année, etc., je dis pas qu'il y en a pas qui vont sur Bitcoin, il y en a peut-être. Ok, mais l'immense majorité de ces gens-là en sont encore à échanger avec de la matière. Forcément. Ils viennent d'un monde où pour fonctionner, ils échangent avec ce qu'ils ont. C'est tout. Oui, mais c'est exactement ce que je te dis. Hein. Pour moi, ils sont dans la praticité. Ils réfléchissent pas. Est-ce que ça répond au théorème de mais je sais pas quoi. Je n'ai rien dit de tel. Oui. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, et on peut le regarder très simplement, hein, tu vas sur Google Trend et tu regardes en fait les recherches qui sont faites par les populations. Et aujourd'hui, là où c'est le plus recherché, c'est pas en Europe, c'est pas même les États-Unis et tout, c'est Nigeria, c'est des petits coins paumés. C'est normal. Mais c'est normal, mais pas pour la raison que tu évoques. Très spéculatif. Je finis. Là, c'est un argument qui est plus long. Donc déjà, il y a ça qui le confirme, ou en tout cas, on voit qu'il y a un attrait, on voit qu'il y a des recherches. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Je comprends ça. J'ai pas encore la réponse, mais ce qu'on voit, c'est aussi quand on va les interviewer, quand on va les voir, ces personnes-là, on sait qu'ils l'utilisent aujourd'hui en tant que monnaie. Après, il va y avoir des équivalents, des USDT, genre de choses qui sont au final du dollar. Mais Victor, c'est marrant comment tu me réponds, Victor, sérieusement. Non, mais je conteste pas ça. Mais si, tu viens juste de me dire que ces gens-là, quand ils sont, ils ont entre guillemets pas la possibilité d'avoir les super fiat. Ils vont se tourner vers du physique, vers ce qu'ils ont autour d'eux. Et moi, ce que je te dis, c'est que ce qui... Oui, j'ai bien entendu. Ce qu'ils décident de faire et ce qu'ils ont autour d'eux, c'est d'utiliser des crypto-monnaies. Mais je comprends, mais ça ne prouve rien du tout. Je vais t'expliquer, moi, mon truc. Ça prouve que leur subjectivité les amène à utiliser la forme de monnaie qui leur paraît être la plus pratique. Non, la forme de moyen de paiement qui paraît... Encore une fois, tu ne m'as toujours pas parlé de valeur. Tu me parles de pratique, pas de coup de souci. Alors, je vais changer et je vais aller dans ton sens. Je vais être positif vis-à-vis de Bitcoin. Mais attention, méfie-toi parce qu'il y a le coup d'après. C'est pas parce que j'ai cette position dure où je te pousse dans tes retranchements que je ne trouve pas des points positifs à Bitcoin. Sinon, je serais bien stupide et je serais le premier stupide à ne pas constater l'attrait que tu évoques, qui est indiscutable.
Ok, mais attention à cet attrait. Pourquoi il y a cet attrait? Il y a tout un tas de raisons. Et à mon avis, celle qui joue le plus, c'est pas la réserve de valeur, c'est le fait que nous sommes dans un monde de fiat, comme tu le dis, dans un monde réglementé, etc. Et dans un monde où de plus en plus, comment dire, les monnaies étatiques et le système de pouvoir étatique fait qu'on se fait bouffer par l'inflation, par la réglementation, etc. Et donc tous les gens partout dans le monde cherchent à réduire ce risque inflationniste, réglementaire, etc., etc. Ça, bien évidemment. Et il est évident qu'une chose absolument extraordinaire et positive que apporte Bitcoin, pas seulement Bitcoin, mais Bitcoin, je ne veux pas non plus, hein, c'est bien évidemment d'apporter une alternative qui permet de sortir des moyens de paiement traditionnels, ou en tout cas officiels, que sont les fiat. Mais ça, c'est incontestable. J'ai aucun problème avec ça. Que tu me dises, oui, Bitcoin apporte une solution pour ne pas dépendre de la fragilité, de l'inflation, des arbitraires liés aux fiat qui sont partout de moi, la réponse est oui, bien sûr. C'est incontestable et c'est une excellente chose. Tu vois, comme quoi je peux être positif, tu vois. C'est une excellente chose. Il n'y a aucun problème. Il est évident que quelqu'un au Nigeria, s'il voit, je sais plus si c'est la lire ou quoi, ou la livre au Nigeria, on ne sait plus rien, je crois que c'est la livre, peu importe, ou dollar. Le lira. Ok. Si le lira nigérian, non, je pense que c'est du dollar. Hein. C'est le Nira, je crois. Nira, Okay. ou un truc genre. Bon. Il faudra que je vérifie, mais la lira, je crois, c'est en Argentine. L'IRA, c'était en Italie au départ, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Ça va se couper. L'unité nigériane, c'est pas bien grave. Il est évident que s'il y a une inflation galopante dans un tel pays, comme il peut y en avoir en Argentine ou plein d'autres, il est évident que tous les gens, s'ils voient passer un truc tout d'un coup qui leur dit, regarde, si tu mets 100 balles tout d'un coup, tu es sûr non seulement de récupérer toujours ton 100 balles, mais peut-être au passage tu vas même en récupérer 200 balles. C'est évident que tout le monde va se ruer dessus. C'est évident, mais c'est un réflexe de fuite du fiat. Cette motivation-là, elle est incontestable, je ne la conteste pas. Mais ce n'est pas une preuve de valeur et ce n'est pas une preuve de valeur, de réserve de valeur. C'est une preuve d'attrait comparatif par rapport au fiat. C'est très différent. Ouais. Mais okay. Là où moi je vais plus loin, c'est que je pense qu'il y a un attrait comparatif, même aux formes de monnaie qu'on aurait, qui émergerait dans une société libre. Et c'est là où tu vas avoir du mal à me convaincre. Pourquoi ? Parce que déjà, Bitcoin a une rareté qui est supérieure à la meilleure forme de monnaie qu'on a actuellement, qui est l'or. Je sais pas ce que veut dire rareté supérieure. Une monnaie n'a pas besoin d'être plus rare qu'une autre. Il suffit juste qu'elle soit rare. Ça suffit. Moi, si demain je suis dans une société libre où je peux commercer avec n'importe quelle monnaie et que même j'ai envie d'avoir, je sais pas, il y aura une concurrence des monnaies et peut-être qu'il y en aura une qui sera moins apte à permettre l'échange, mais j'aurais envie de la conserver. Par exemple, un peu comme il y a eu le bimétallisme entre l'argent et l'or. Peut-être que je vais garder l'argent pour faire mes échanges, mais derrière, je prends l'or parce que je sais que ses capacités, sa rareté est supérieure. Donc, normalement, je vais mieux préserver mon épargne. Mais encore une fois, c'est pas ça même dans l'histoire, mais en théorie économique, mais même en histoire, c'est pas pour ça que l'argent a été évincé. C'est pas la rareté supérieure qui a évincé l'argent. Hein. C'est sérieux. C'est les choix. Essaie juste de te dire, ce n'est pas la différence de rareté qui justifie la qualité d'une monnaie. Une monnaie a juste besoin d'être rare. Si une monnaie, il y a 1000 unités dans le monde, 1000, hein, d'accord, pas 21 millions, 1000, ça suffit. S'il y en a 10 000 milliards, c'est très bien aussi. Ce qui est important, c'est que ça ne bouge pas. Oui, ces monnaies-là, ces monnaies métalliques, elles bougent. On sait qu'il y a une quantité qui est illimitée. Mais c'est pas pour autant qu'il y ait de l'inflation. C'est pas pour autant qu'il y ait de l'inflation. Pour l'argent, si, il y a une inflation. Mais ce n'est pas dû à la nature de la monnaie et ce n'est pas non plus dû à la production de la monnaie. Après, il y a le stock to flow aussi qu'il faut... Non, mais reste sur des choses simples. Ouais, mais il est important ce phénomène. La production minière d'or, de cuivre, d'argent, de ce que tu veux, n'est pas inflationniste. La production... C'est-à-dire quoi, elle n'augmente pas dans le temps ? Elle n'augmente pas, elle ne réduit pas la valeur. Elle ne réduit pas la valeur.
produire de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce que tu veux, produire une matière première qui a une valeur économique, n'en réduit pas la valeur. Faut sortir cette idée là aussi. Je peux t'expliquer pourquoi. Oui, non, mais Parce qu'il y a un coût de production, mais il y a un coût de production qui est forcément payé, qui est absorbé. La différence va se faire sur la marge finale, qui est minime, et qui de toute façon est récupérée par le fait que la monnaie est remise en vente. Quand un mineur d'or produit de l'or, il dépense, tout ça, ça rentre dans l'économie. La différence, au bout du compte, va se faire sur la valeur vendue. La marge va se faire sur la valeur vendue, qui est absorbée, parce que la marge, elle reste pas comme ça, elle repart elle aussi dans les actionnaires, les salariés, etc. Tout ça, c'est rééquilibré au bout du compte, par des échanges. Donc, toute la valeur marginale, elle est rentrée dans l'économie. Donc, tout le truc s'équilibre. Alors, c'est des vases communicants, ça bouge. Mais au bout du compte, la valeur est complètement équilibrée par les échanges eux-mêmes. Sinon, si ça c'était pas vrai, sérieux, si c'était pas vrai, produire un bouquin serait inflationniste. Produire des bouquins serait inflationniste. Le prix des bouquins, parce que je les produis, s'effondre. Si le produit des bouquins s'effondre, alors c'est ça, non? Mais non, mais la production en tant que telle n'est pas inflationniste. Ah non, oui, non, pour moi, elle est déflationniste. Merci. Oui, c'est pareil pour la monnaie. C'est exact. C'est un matériau comme un autre. Les mécanismes de production et d'harmonie économique sont exactement les mêmes. Ah non, mais attends, la production de monnaie n'est pas inflationniste. Tu m'as embrouillé, mais parce que là, il y a l'inflation du point de vue de la monnaie, donc de la diminution de la valeur de la nouvelle unité produite. Oui. Tu veux que je réexplique? Pour un livre, ça revient. Mais imagine que ce soit parce les bouquins. Parce que moi, je veux l'acheter avec ma monnaie, donc. Oui, mais imagine que ce soit les bouquins qui servent de monnaie. Ah, ok. Toi, imagine, c'est ça que je veux dire. Imagine que les bouquins servent de monnaie. Comment tu raisonnerais? Bah, ça serait inflationniste. Pourquoi ça serait inflationniste? Pourquoi? Pourquoi? Parce que non, ok. C'est que s'il y a une autorité qui le rend. Merci. Oui. Merci. Donc, juste pour revenir en arrière, produire de l'or n'est pas inflationniste. Juste qu'on aille au fond du raisonnement, parce que là, on a fini le raisonnement dans notre tête, mais en gros, là, ce qu'il y aurait avec les bouquins, c'est il serait inflationniste seulement s'il y a un État qui nous oblige à décorréler la valeur marchande de sa valeur monétaire. Exactement. Elle imposerait une valeur monétaire qui serait supérieure. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a les problèmes qu'on a sur les monnaies dans le monde étatique. Bien sûr. Attends, je comprends plus. Et une autre façon de le voir, c'est pourquoi, un autre argument, mais c'est la même chose. Pourquoi l'or est accaparé, le pouvoir sur l'or est accaparé par les États. Et pourquoi les États ont historiquement triché sur les monnaies or, etc. D'accord ? Parce que justement, s'ils le faisaient pas, ils n'auraient pas été capables de gagner quoi que ce soit. Et on refait différemment. Imagine, comme tu le dis, que la production d'or soit inflationniste. C'est l'hypothèse de départ. Puisque c'était l'un des arguments. Ah oui, mais l'or, si on en produit tout d'un coup, ou si un météorite tout d'un coup, il y a une quantité d'or, etc., c'est inflationniste. Si c'était le cas, les États se seraient appropriés complètement tous la production d'or. Tous. Toute la production d'or serait étatisée parce que ça serait un moyen d'avoir du fric. C'est pas le cas. Ça ne doit pas être aussi rentable que ça. Au contraire, ils se sont tous dit « Ah, je veux de l'or, mais quand même, je vais mettre mon testamp dessus parce que ça va me permettre à ce moment-là de capter le marché et de bricoler les pièces pour pouvoir tricher. Parce que sinon, je récupérerai rien. » Ça montre bien que la production n'est pas inflationniste. Ok. Donc, tu vois, j'essaie de te dire que non, c'est pas si simple. Non, la quantité de monnaie, tu as juste besoin qu'elle soit stable et produire de la monnaie de manière économique n'est pas inflationniste. C'est pas vrai. Ou de façon totalement marginale. Ça s'équilibre. C'est pas un problème. C'est pas plus un problème que de produire n'importe quoi. Mais juste pour faire l'expérience de pensée, là, par exemple, il y a 1000 ans, je réussis à obtenir un lingot d'or. Oui.
Et la quantité à l'époque d'or qu'on avait extraite était, je sais pas, de 10 tonnes. Qu'on avait juste 10 tonnes. Moi, j'ai mon lingot d'or. Et en fait, comment je vérifie qu'il y a pas eu d'inflation en fait. Ça veut dire que à l'époque, mon lingot d'or était capable d'acheter autant de parts de ressources de l'humanité qu'aujourd'hui je vais pouvoir acheter. Non, Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme ça que ça fonctionne, Victor, je suis désolé. Il faut regarder avant le lingot d'or. Ce qui fait que le lingot d'or qui arrive en plus, c'est ça ta question, n'est pas inflationniste. C'est qu'il a fallu le produire. C'est pas quand il est là que l'inflation se pose comme question. C'est pas quand un nouveau lingot d'or arrive que se pose la question de son inflation. Ouais, c'est avant. Oui, mais après, il y en aura d'autres qui vont être produits. Oui, mais tous vont avoir un avant. Oui, moi, je m'intéresse à partir du moment où moi, en fait, par rapport à un utilisateur, tu vois, du système monétaire or, il commence à en acheter un. Oui. Et là, à partir de ce moment-là, pourquoi il peut se dire qu'il n'y a pas eu d'inflation 1000 ans plus tard? Parce que cet or a été produit. C'est la production de l'or qui fait que c'est pas inflationniste. C'est pas le fait de l'acheter. Quand tu achètes l'or, il a déjà été produit. Il a déjà été... Quand tu l'achètes la toute première fois, l'inflation a déjà été noyée. C'est ça que j'essaie de te dire. Parce qu'il a été produit. Parce qu'il a fallu le dépenser pour le produire. C'est la dépense pendant la production qui dilue la surtruc. Et même c'est par anticipation, parce que toutes ces dépenses, elles sont avant. Donc dès qu'il y a dépense d'énergie pour... Non, j'ai pas parlé d'énergie. Hein. Dépense de... Valeur, dépense, échange. Ouais. Échange, parce que, si tu veux, le surcroît de valeur, ta question, le surcroît de valeur qu'il y a effectivement à la production, à la mise sur le marché, d'un lingot d'or. Ça, ce surcroît de valeur, il est incontestable. Mais en fait, on a pu l'avoir parce qu'il y a déjà eu tout un tas d'échanges avant qui ont été produits pour pouvoir produire. Tous ces échanges-là ont dilué cette valeur-là sur le marché. Les ouvriers, les outils, l'énergie pour creuser, nourrir les mecs, tout ce que tu veux. Tout ça, ça a diffusé cette valeur-là déjà avant. Ok. Donc... sur les questions économiques, il faut toujours penser ce genre de choses sur des logiques de temps. Il y a jamais un truc. Tout d'un coup, il y a un lingot. Non, ça n'existe pas, ça. Le truc, il y a un produit. L'astéroïde qui est fait essentiellement d'or, qui arrive, et que tout d'un coup, on va aller chercher, et que tout d'un coup, ça va révolutionner le marché de l'or. Il faut y aller, l'astéroïde. Il va falloir y aller. Il va falloir investir. Et puis ensuite, il va falloir le vendre. C'est pas gagné. Qui va en vouloir? Encore faut-il en vouloir. C'est tout un processus qui va se passer. Il y a tout un investissement. Et en plus, on a des exemples historiques de cette chose-là. Quand les Espagnols sont allés en Amérique du Sud et ont trouvé des mines de l'or en Amérique du Sud, est-ce que ça fait effondrer le marché de l'or? Non. Il y a une chute quand même. Peut-être, mais pas à hauteur de l'apport qu'il y a eu. Et il y a eu une chute parce que les Espagnols, eux, n'ont pas eu à le produire de manière marginale. S'ils avaient eu à le produire, ça aurait été complètement gommé. La chute vient du fait qu'ils ont eu à le transporter, ça oui, mais c'est tout. Mais malgré tout, il n'est pas connu comme avoir une destruction de l'économie européenne à ce moment-là. J'avais entendu d'autres choses, moi, mais ça serait à revérifier, mais j'avais entendu qu'il y avait quand même un sacré bouleversement. Qui a eu un choc, bien sûr, parce que oui, mais dans les deux sens. Si tu veux, tout d'un coup, il y a eu une liquidité de monnaie extraordinaire qui a rendu. Donc oui, effectivement, ça fait bouger les cours. Ça, je ne fais pas dire ce que je dis pas. Mais je veux dire, c'est pas une disruption totale parce que ça a été amorti. Les mecs, il a fallu quand même aller les chercher, il fallait pas. C'est quelque chose qui se met dans le temps. Et si vraiment il y avait une disruption totale de l'économie, les mecs, ils auraient arrêté. Le producteur d'or n'a pas intérêt, n'a absolument pas intérêt à produire trop d'or, parce que s'il produit trop d'or, le coût baisse et lui, il gagne rien. Donc de toute façon, le système s'équilibre. C'est le truc de l'astéroïde. Non mais, sérieux, je ne fantasme pas. Le truc de l'astéroïde, ok, on va y aller, etc. Le mec qui va produire de l'or venu de l'astéroïde, il va être obligé de le distiller doucement. Parce que s'il le distille pas doucement, le corps va tomber et il gagnera rien. Mais ça dépend s'il y a de la concurrence. Concurrence ou pas? Oui, mais si demain, allez, il y a... Parce que tu crois que la concurrence va pas raisonner de la même manière?
Tu peux mettre oui, mais trois astéroïdes si tu veux. Ça change quoi? D'un coup, c'est celui qui extrait le plus rapidement la différence de prix de marché entre lui, ce qu'il a réussi à avoir pour un certain prix. Le prix et les coûts n'ont rien à voir, Victor. C'est pas les coûts qui font les prix. Attention. Ce que je sais. Mais c'est ce que je dis. Il y a un prix, genre il y a 2 astéroïdes. Il y a 2 compagnies qui commencent à le faire. Oui. Non. Oui. Ouais, il y a 2 astéroïdes. Bon, je sais pas, il y en a une première qui arrive à extraire pour 10 € une tonne et l'autre. Là, tu es sur des €. coûts. Tu es sur des coûts. Mais ça va l'arrêter à un moment de vendre ou d'arrêter son exploitation une fois que les coûts ils vont être trop élevés. C'est le cours qui va déterminer la différence. C'est pas les coûts. C'est le cours. C'est s'il produit trop, le cours va tomber et sa marge va baisser. Ouais. Donc il est pas, il a tout le pari d'un producteur d'or. Et ça, c'est vrai aujourd'hui. C'est pareil pour le diamant, c'est tous les producteurs miniers. Hein. Tous les produits en général. Oui, mais c'est particulièrement vrai pour les matières premières parce qu'elles apparaissent sur le marché. La particularité des matières premières, c'est qu'elles apparaissent sur le marché. Mais un produit transformé, c'est pareil, non? Oui. Oui, mais il n'y a pas de cours. Est-ce que tu as un cours du... Il y a des prix pour les yaourts, il n'y a pas un cours des matières premières. Mais bon, dans l'absolu, tu as raison. Ouais. Dans l'absolu, tu as raison. Bon, mais tout le pari de ces gens-là, c'est de dire, si je produis plus vite, je vais en plus vite, je vais avoir un revenu immédiatement plus fort. Mais le cours je vais contribuer à faire baisser le cours. Mais si quelqu'un le fait avant moi, c'est ça ma... Mais il va raisonner de la même manière. Pourquoi c'est que ce raisonnement-là n'est pas... Il voit pas forcément sur il n'est pas ultra long-termiste. Peut-être que lui, il va se dire, il faut que j'arrive... Tu penses sincèrement qu'un minier ne peut pas être un mec qui est court-termiste? Ça dépend de son échelle de temps, mais court-termiste, ça peut être que 100 ans. Et lui se dit, je vais faire mon activité pendant des milliers d'années. Personne n'investit sur une activité à 100 ans, en février, quand même. Sérieusement, tu es sur une activité dont la masse de capital dans laquelle il faut investir, t'as qu'à regarder les usines et les machines, la masse de capital qu'il faut investir pour faire les mineurs, le minier habituel est colossale. D'accord? Donc les mecs, si tu veux, ils vont pas raisonner sur du court terme, parce qu'ils ont investi un paquet de fric dessus. Et donc, ils n'ont pas du tout intérêt à prendre les risques sur des variations trop fortes de cours. Il y a toujours des variations de cours. Mais tout le métier financier, en tout cas, des mineurs, des miniers, pardon, excuse-moi, c'est justement de jouer sur des variations extrêmement marginales de cours pour ne pas que les cours bougent. Si les cours bougent, ils prennent le risque que tout leur capital là, qu'ils ont investi ne soit plus rentable. Donc, il faut absolument pas que pour eux, en tout cas, le cours bouge. Le moins possible. En tout cas, la baisse. Donc, le mec qui arrive tout d'un coup, il y a un astéroïde qui arrive, ok, il va jouer, il va tenter. Mais s'il monte trop, là, le cours va baisser et il risque tout son investissement. Ou alors, il faut vraiment que l'investissement qu'il fait, la rentabilité de l'astéroïde soit telle qu'il puisse se permettre de voir même des baisses de cours. C'est possible. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a une baisse de cours, ça va pas durer longtemps, parce que sinon, quel est l'intérêt des investisseurs d'investir sur un truc sur lequel le cours baisse? Tu vois, j'essaie de dire que... J'ai l'impression que c'est le phénomène qu'on retrouve dans quasiment toutes les activités économiques. Genre, avec l'évolution technologique, quasiment le prix de tous les biens finit par diminuer, et pourtant on investit dedans. Parce qu'en même temps, si on voit les téléphones, si on voit les télés... Parce que le mécanisme, est toujours il y a un cours, il y a un prix, d'accord? Je fais un gain technologique qui me permet d'augmenter ma marge, d'abord. Et à ce moment-là, parce que j'ai fait ce truc-là, je prends le risque que le cours baisse. Parce que je prends encore le pari que là-dessus, je vais encore gagner. Et on joue comme ça. Mais le truc, c'est que la rentabilité se fait ici, elle se fait pas là, elle se fait là. Ouais. Mais tu peux faire ça qu'au fur et à mesure que ton investissement te permet de faire ce genre de choses. C'est jamais tout d'un coup. Personne ne fait ça. Surtout sur des gros investissements. Quand il y a des gros investissements énormes, tu prends pas des risques sur les marges, ou le moins possible. Dans le métier, enfin, je suis pas spécialiste, mais c'est du raisonnement économique de base. Le métier et tu regardes renseigne-toi, les marges sur ce métier-là sont faibles.
Ouais, mais c'est quand même... Ouais. Je sais plus exactement là où on voulait en venir. Ah oui, moi, je sais très bien, je vais en venir. J'essaie de te dire depuis le début que le fait que l'or puisse être produit, la production d'or comme n'importe quelle autre matière, n'est pas inflationniste. C'est des arguments que des bitcoiners, ah oui, mais l'or, c'est inflationniste. Non. Non. Ok, juste parce qu'il y a eu parce qu'il faut le produire. Parce qu'il faut le produire. Okay. Mais une autre façon de le voir, c'est la grosse différence du fiat et c'est le gros avantage du fiat du point de vue des États. Le gros avantage du fiat, c'est que le coût de production est totalement marginal. C'est du papier et de l'encre. Tu peux produire un milliard pour le prix de 10 000 balles. Même si c'est 1 million. Allez, je te fais 1 million. Pour 1 million, tu arrives à avoir 1 milliard. C'est toute la différence du fiat. Pourquoi les États font du fiat? C'est justement parce qu'eux, par contre, ils peuvent se permettre de produire des sommes colossales sans aucun rapport avec le coût. Et en plus, from scratch, comme ça, hop, il y a aucun coût de production. C'est toute la différence. C'est pour ça que c'est intéressant pour les États. Sinon, encore une fois, si c'était autrement, tous les États auraient pris la main sur toutes les mines. Toute la production de richesse directe aurait été tout de suite, les mines d'or seraient possédées par les États. Toutes et tous les États. Mais j'arrive quand même pas à croire qu'il n'y ait pas d'inflation. Parce que j'ai l'impression que... Oui, elle est marginale, mais il y en a une. Ok. Mais je veux bien qu'il y en ait une, mais il y en a une. Non, parce que je veux bien qu'il y ait une marginale. Pas du tout et qu'il y en ait une, elle est totalement marginale. Elle est trop faible pour que ce soit un argument. C'est ça mon. Mais ça serait quoi pour toi l'ordre de grandeur? Bon, c'est rien. C'est des milliers, c'est des décimales de points. Ok. C'est pas 1% ou 2 par an. Non, on est en dessous de ça. On est clairement non, mais l'inflation du fiat, c'est 2%. On est clairement en dessous de ce genre de taux. Oui, ça c'est officiel. Hein. C'est juste. Non, mais il y a une grosse différence qu'aujourd'hui, celle qui est plutôt calculée par ceux qui sont critiques, c'est plutôt 7-8. Je suis d'accord avec ça, mais c'est un autre sujet. J'essaie juste de donner une relation. On n'est pas du tout dans ces sortes de grandeur. On est bien en dessous de ça. Parce que je sais pas, là, dans mon cerveau, tu me convaincs au fur et à mesure par tes arguments sur le fait qu'il n'y ait pas d'inflation sur l'or. Et en même temps, je me dis, j'ai l'impression que je suis convaincu parce que je me dis, ouais, l'or, c'est super dur à produire. J'ai l'impression qu'au final, les gains de productivité, ils sont assez marginaux et qu'on n'arrive pas à faire beaucoup mieux. Mais sinon, tout le monde se ruait sur la production d'or, hein. Mais est-ce que donc la seule raison pour laquelle il n'y a pas tant d'inflation, ça serait en fait les gains de productivité qui sont pas si importants et que à l'inverse, ce qu'on voit sur, je sais pas, si la monnaie au début c'était juste le papier, on l'aurait abandonné parce qu'en fait les gains de productivité sont beaucoup trop grands et on est capable d'en produire pour quasiment rien et donc l'inflation est beaucoup trop grande. J'ai pas compris ta phrase. Est-ce que j'ai pas suivi ta phrase? Je suis désolé. Parce que on dit oui, si les fiat c'était vraiment du papier. Au final c'est même plus ça. C'est pire que ça. Mais oui, c'est encore moins cher que ça. Mais oui. Donc le papier, lui, on va dire, allez, c'est pareil que l'or, c'est aussi physique et tout, mais on est capable d'en produire des quantités faramineuses pour 3 fois rien. Mais au final, ça reste quand même le même concept que l'or. Au fur et à mesure, on investit plus. Bien sûr. Et si on suit, j'ai l'impression, ton modèle de pensée, on se dirait, en fait, il n'y a pas d'inflation non plus sur la production de papier, parce que à chaque fois, il faut. Mais si le papier en tant que papier. Sérieusement, si le papier, non, mais on va sur un autre truc là, mais si le papier en tant que papier était une monnaie, ce qu'on a dit en termes de production et d'incidence de la production sur l'inflation, si c'est ça le sujet, ce que j'ai dit tiendrait de la même manière, hein, sachant ça serait exactement pareil. Ça serait exactement pareil. Il y aurait certainement, les quantités seraient totalement faramineuses, mais sur la logique, ça ne changerait rien. Ok, ça serait juste une monnaie inutilisable. Voilà. C'est le fait que le papier ne soit pas une monnaie, c'est lié aux fameuses qualités des monnaies. C'est parce que le papier est périssable, etc., qu'il n'est pas une monnaie. Mais c'est pas pour des problèmes de lien entre la production et l'inflation. Non. Il n'y a pas de lien significatif qui permet de dire c'est un argument entre production de quoi que ce soit qui est la monnaie et l'inflation. C'est pas vrai. Quand on parle de l'inflation monétaire, c'est justement parce qu'on est dans un domaine où il y a un total disconnect entre justement la production et le gain d'unité de richesse qui est entre les deux. C'est complètement déconnecté. Le fiat, c'est hop. Mais ce qui est intéressant, si tu me permets, je vais redevenir un peu taquin, si tu me permets, le Bitcoin, c'est pareil.
Si c'est une génération spontanée, ça coûte dans l'absolu. Je te le fais en 2 temps, d'accord? Je suis un peu taquin, mais permets-moi. Dans l'absolu, le Bitcoin, c'est je crée une écriture, pouf, comme ça. Tu vas me dire, ah oui, mais il y a attention, il y a le proof of work. Je suis d'accord, on va y revenir. Mais imagine un système où le proof of work ne serait pas extrêmement compliqué à produire. Ça serait plus Bitcoin. Oui, mais j'entends bien. Mais tu vois, ça serait exactement pareil. Ça serait un fiat. Ah, j'écris une écriture. Oui, mais pour moi, ça ne tient à J'essaie- rien, cet argument. À part être taquin. Je suis taquin et je sais juste faire une analogie. Le fiat, c'est la même chose. C'est pouf, j'ai écrit une écriture. Voilà. C'est ma magie. C'est produire, devenir riche ne me coûte rien. C'est ça le fiat. Et juste pour aller au bout, là, parce que je m'étais un peu perdu à un moment donné, sur cette histoire de... il y a une inflation sur les monnaies fiat parce que elle fausse au début la valeur marchande. En fait, quand elles l'émettent, elles t'imposent de voir la valeur en fait qui est écrite dessus. Oui, tout à fait. Mais au lieu, au final, de celle du papier ou même de l'écriture comptable oui, qui, elle, n'a aucune valeur. Tout à fait. Alors, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Le mensonge. Et juste pour aller au bout, donc, au début, en fait, c'est elle qui gagne, c'est l'effet Cantillon. la valeur de, c'est l'effet Cantillon. La nouvelle utilité produite. Et en fait, au fur et à mesure, elle arrive jusqu'à sa vraie valeur. C'est ça. Exactement. Au sein de l'économie. On va le faire en 2 temps. Ouais. Mais c'est exactement ça. Il y a deux choses qui jouent, qui rentrent en jeu. Il y a l'écart entre justement la valeur économique, le coût forcé, et la véritable valeur économique. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième, c'est l'effet Cantillon. Mais le premier truc, c'est effectivement ce qu'on vient de discuter. Quand tu reproduis un billet de 10 € qui en réalité a coûté peut-être 1 centime, j'en sais rien, peut-être moins que ça, mettons 1 centime. Tu as 9,99 € de gain comme ça, qui est purement arbitraire, qui est purement factice, qui est purement légal, et donc fiat, le mot fiat vient, c'est un décret, d'accord? On décide tout d'un coup qu'un truc qui en fait économiquement vaut 1 centime, tout d'un coup il te donne un moyen d'achat de 10 €. Voilà. Ils volent l'économie entière. Tout à fait. Il y a un vol légal au départ. Tout d'un coup, on a créé de la valeur à partir de rien. Et c'est là où je me permets de revenir sur le truc de l'or, juste pour que tu as bien vu que quand tu crées de l'or, tu ne rentres pas là-dessus. Parce que tu as généré de l'économie, tu as eu des échanges, etc. Il n'y a pas cet arbitraire-là. Au pire, il y a la marge qui fait la différence, mais qui est noyée au bout du compte. C'est le seul truc. Mais toute la production est un jeu économique qui n'a pas cet arbitraire. Toute la différence. Donc, au départ, tout d'un coup, pouf, le fiat décide que quelque chose, a de la valeur alors qu'elle n'en a pas. Bon, c'est le premier truc. Après, l'effet Cantillon, c'est une fois que j'ai mis dans le marché, moi, le premier coup, j'ai le premier billet, je gagne forcément 10 € puisqu'il m'a rien coûté, ou quasiment rien. D'accord. Donc moi, je gagne 10 tout de suite. En termes de valeur, j'ai gagné 10. Je le donne à quelqu'un qui m'a peut-être donné un truc qui valait lui 9 €, tu vois, puisqu'il a bien fallu qu'il gagne quelque chose. Ok. Mais il va le donner à quelqu'un d'autre. Ce billet, ce truc-là lui a coûté quoi? Il a gagné 1 €, tu vois. Et donc, et ça se dilue peu à peu de proche en proche. Mais donc, au fur et à mesure que tu diffuses le billet, cet écart de valeur qu'il y avait au départ s'atténue de proche en proche au fur et à mesure que ça circule. C'est ça l'effet Cantillon. Mais le premier qui a le billet, le tout premier, il gagne l'intégralité de la valeur. Et c'est pour ça que l'État est intéressé à produire de la monnaie. C'est que ça lui permet d'acheter des choses avec une valeur extraordinaire qui ne lui a rien coûté. C'est l'argent magique. C'est littéralement l'argent magique. Donc plus la marge est grande, plus l'inflation va être rapide, quoi. Exactement. Parce que pour comprendre l'inflation, c'est que cette valeur rentre dans l'économie, il y a la valeur tout d'un coup est écart, et cet écart de valeur, il est diffusé un peu partout. Et donc, au bout du compte, les prix se réajustent au fur et à mesure. Donc, les prix montent progressivement. C'est ça le truc. L'inflation, c'est ça. C'est le phénomène qu'il y a de proche en proche, parce que tous les écarts de valeur du fiat au moment où il est généré se diffusent progressivement et tout se rééquilibre. Peu à peu. C'est ça l'inflation. Mais tu ne peux pas avoir ça avec une monnaie qui est produite. Parce que, en fait,
la diffusion de la valeur de la monnaie a déjà été faite par la production. Ok, non, je comprends bien. Donc ça, c'est pas un argument. Ouais, non, mais là, je suis convaincu, c'est intéressant. Super. Ça veut, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'or n'a pas des problèmes, et ça ne veut pas dire que le Bitcoin n'a pas d'intérêt, tu vois. Mais il faut arrêter de dire, ah oui, mais c'est mieux pour l'or parce que l'or est inflationniste. Non, l'or n'est pas inflationniste. Non. Ok. En fait, elle n'est pas inflationniste, mais en tout cas, ses qualités de Ça, c'est autre chose encore. transport de la valeur se réduisent peut-être un peu, comme si on comparait l'or et le papier. Oui, bien sûr, c'est vrai. Au fur et à mesure, on a trouvé davantage d'unités pour transporter la même valeur. Je suis d'accord. Okay. Je ne peux pas contester que l'or pose pas des problèmes de transport. Je dis ce que moi je comprends au fur et à mesure, parce que j'ai peut-être mal compris aussi. Pas de souci avec ça. Mais on a trouvé des solutions au problème du transport de l'or depuis très très longtemps. Mais qui nécessitent de la confiance. Oui, d'accord, mais le Bitcoin aussi nécessite de la confiance. Hein. Enfin, oui, mais à chaque fois, du coup, c'est des degrés de confiance qui sont différents. C'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Effectivement, l'or nécessite d'avoir un dispositif, un réseau, machin, avec des liens de confiance et des acteurs de confiance. C'est vrai. Explique-moi quelle est l'activité économique qui ne suppose pas des liens de confiance. J'en connais pas personne. Il y en a pas. Mais c'est juste qu'on... Pour ce type de... Il y a des choses pour lesquelles on préfère réduire au maximum la confiance qui est nécessaire. C'est vrai, mais laisse faire le marché. Et surtout que dans le cas de l'or ou d'autres, il y a longtemps que le marché a réglé cette question-là. Non, mais donc je ne discute pas, je ne conteste pas que oui, ça nécessite des acteurs de confiance, c'est vrai, dans l'absolu c'est vrai, mais c'est comme n'importe quelle activité, et il suffit de se retourner sur les 300 ans qui sont passés pour voir que on a réglé ça depuis très très longtemps. Le problème de l'or est un peu différent sur ce problème des acteurs de confiance. C'est encore une fois un problème d'État. C'est pas l'or le problème, c'est l'État. Parce que l'argument des tiers de confiance, en gros les banques, n'est pas un problème en ça. Moi, si je mets des lingots dans un coffre-fort et que je choisis une banque ou quelconque d'ailleurs, toi, peut-être je vais te donner, tu as un coffre-fort, je vais te donner mes lingots à ranger chez toi. Qu'est-ce qui m'interdit de faire ça, toi? La différence, c'est que les banques, historiquement, ont offert des services de stockage, des warehouses, ok? Et donc, ce sont les fameuses banques de dépôt, historiquement. Très bien. Et ça marchait très bien. Les Lombards ont fait ça pendant des siècles en Italie. Voilà. Et les mecs, c'est justement parce qu'ils avaient réglé la question de la confiance, qu'ils avaient fait preuve de leur sécurité, de leur fiabilité, etc., que ces gens-là avaient pignon sur rue, offraient ces services-là, et que les gens s'appuyaient sur eux pour stocker l'or ou autre chose. Ça, c'est un fait économique historique. C'est bon. Je dis pas que c'est parfait, mais on avait réglé la question. Par contre, entre-temps, l'État s'en est mêlé. On dit, attends, toi, je vais te réguler et je vais t'imposer de rentrer dans mon régime parce que je vois très très bien que l'intérêt que j'ai, qui à un moment donné de pouvoir m'accaparer l'argent que tu es en train de stocker chez toi. Donc le problème, si tu veux, de ce truc-là, c'est pas les banques de dépôt en tant que telles, c'est pas le fait qu'il y a eu besoin de banques de dépôt, c'est que l'État s'en est mêlé et il a mis le grappin dessus. Mais imagine un monde libre dans lequel il n'y a plus d'État. Je vois pas où est le problème avec l'or. Parce qu'il y a plus de problème avec les banques de dépôt. Je peux être d'accord. Le seul souci, c'est que il y a un gros si, quoi. Il y a un gros si, j'ai pas compris. Il y a une grosse condition, c'est la présence de l'État. Ah oui, mais je suis désolé, mais il y a marqué libertarien ici. Non, je sais, le problème, c'est que moi, j'essaye de vivre dans le monde qu'on m'a donné. Oui, mais je reviens, moi, sur mes préconditions de départ, qui sont... Je discute parce que il y a des mouvances et des points communs et des synergies entre les bitcoiners et les libertariens. Moi, c'est voilà, d'accord. Et dans ce cadre-là, si les bitcoiners viennent dire ah oui, mais de toute façon, l'or ça nécessite des tiers de confiance et ça pose problème. Non, je suis désolé, c'est l'État qui pose problème. C'est pas pareil. C'est si vous les bitcoiners vous vous positionnez comme étant des gens qui voient le bitcoin comme étant un élément de qui rapproche d'un avenir libre. Okay, ça fait partie des thèses que je... Okay, dans ce cas-là, projetez-vous dans un monde libre. Dans un monde libre, il n'y a pas ce problème. Ok. Donc, en fait, tu nous reproches de voir Bitcoin comme étant un peu comme un communiste, l'étape du socialisme, quoi.
C'est ce qui nous permet de transitionner vers... oui, il y a un peu de ça, effectivement. Encore une fois, Bitcoin, je pense, je comprends très très bien les Nigérians, encore une fois, d'accord? Ou des gens comme toi. C'est-à-dire que il y a un effet d'aubaine, c'est évident qu'il y a un effet d'aubaine et je ne peux pas ni le nier, ni le reprocher. J'ai rien à, d'accord? Mais dans ce cas-là, on est dans une logique d'effet d'aubaine. Très bien. J'ai rien à dire à l'effet d'aubaine. Il y a une spéculation, il y a un effet de mode, il y a un développement. Je ne conteste rien de tout ça. Tu vois? Mais j'essaie, moi, de me mettre à demain. Demain, nous arrivons soit par rapport à l'État, les fondements de l'État, soit par rapport à une sécession, soit dans un monde libre. Moi, je suis désolé, c'est mon job, hein, il y a marqué libertarien. Dans ce monde-là, Bitcoin n'a rien à faire. Dans ce monde-là, il n'y a pas besoin de Bitcoin, il n'y a pas de Bitcoin, il sert à rien, il n'a aucune valeur. Moi, j'en veux pas. Parce qu'il sert à rien. Il aura peut-être permis, ça n'aura aucun problème, il aura certainement permis d'aider à des transitions, à sauver des gens, à limiter la caste ou tout un tas de choses. Je n'en discute pas une seule seconde. D'accord? Je n'en discute pas une seule seconde. Faut pas tout, je suis pas un acharné contre. Non. Mais il faut juste projeter. Qu'on ne vienne pas me dire que Bitcoin, par exemple, fera la liberté, ce n'est pas vrai. Qu'on ne vienne pas me dire que Bitcoin est la monnaie du monde libre, ce n'est pas vrai. Qu'on ne vienne pas me dire que Bitcoin est d'une réserve de valeur, ce n'est pas vrai. Mais après, que ça soit une aide, que ce soit un mécanisme fantastique, que ça aide énormément de gens à réfléchir sur ce que c'est que la monnaie, oui. Que ça aide énormément de gens à réaliser que le fiat est une saloperie, oui. Que ça aide énormément de gens à voir l'inflation et à vouloir se détacher de l'inflation, oui. Donc ça fait beaucoup de choses positives. Je suis pas à toi. Mais surtout, s'il vous plaît, ne venez pas de me dire que c'est une monnaie, non. Que c'est une réserve de valeur, non. Que ça sera le moyen de devenir plus libre, non. Et que ce sera la monnaie du monde libre, non plus. Bah, à part peut-être le dernier point où là, j'en sais rien. Il faudra voir à quoi ça ressemblera, mais pour les autres points, force est de constater que... Non, tu ne peux pas constater, t'es pas dans un monde libre. T'es obligé de... Non, mais c'est pour ça que je te Projette-toi. C'est pour ça que je te parlais pas des derniers points, mais tu me disais, est-ce que ça te rend plus libre? Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que c'est une monnaie? Moi, je te dis qu'aujourd'hui, pour certains, c'est le cas. Oui, pour certains. Je suis désolé, Victor. Pour certains, excuse-moi, ce n'est pas un argument. Certains peuvent... Le problème, c'est que c'était le point dès le début. C'était on est dans la méthode de pensée du subjectivisme. Et c'est pas un problème de subjectivisme, là. Là, moi, je raisonne en praxéologie. C'est-à-dire, je parle de trucs, je regarde... La subjectivité là-dedans intervient, je ne la nie pas, absolument pas. Tu m'as pas entendu. Mais c'est pas parce que certains imaginent certaines choses et voient un intérêt à Bitcoin que je ne conteste pas que ça fait pour autant de Bitcoin une monnaie. Ce que je vois, c'est... Pour que ça fasse une monnaie, encore une fois, je reviens sur le truc de tout le début, il faut qu'il y ait une valeur commerciale. C'est une condition strictement nécessaire. Oui, mais du coup, là, tu reviens plus loin. J'essaye de faire point par point, mais après, on va finir par tourner en rond, il faudra arrêter. Mais là, par exemple, tu dis, c'est pas une réserve de valeur. Non. Une réserve de valeur, donc c'est quoi? C'est quelque chose... C'est un moyen... Bitcoin est un fantastique moyen de paiement. Mais oui, mais la définition d'une réserve de valeur, c'est que au fur et à mesure du temps, je suis capable d'acheter la même chose, voire plus. Si en plus, il y a des gains de productivité. Ah, mais c'est aussi le fait que si ce système-là s'effondre, je continue à avoir de la valeur. Si le système s'effondre. Oui, je continue à avoir de la valeur. Si je perds mon jeton d'accès, je continue malgré tout à avoir de la valeur. Pour perdre de l'or, c'est possible, hein. Je peux toujours perdre de l'or. Je peux perdre des objets physiques. Dans ce cas-là, c'est moi qui commets une erreur, d'accord? Je peux le perdre dans le coffre, mais dans ce cas-là, je peux me retourner sur la banque parce qu'a priori, j'avais des codes machin. Mais si moi, j'oublie mes codes d'accès ou je perds un objet, je peux perdre de la valeur. Je parle de la valeur physique. Ok? Mais je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Bon. Ok. Dans Bitcoin, c'est vrai aussi, mais je ferais que tu m'expliques comment je peux récupérer. La question de fond, c'est le jour où un État tombe. Macron, là, t'es en train de nous faire des conneries, machin. Demain, il y a une insurrection. C'est le chaos le plus total en France.
ce qui me paraît aujourd'hui un scénario qui devient chaque jour un peu plus probable. Vers quoi les gens en mode panique vont-ils se retourner? Tout ce qui Tu peut. as tous les exemples, par exemple, tu as tous les exemples de l'époque de la République de Weimar en hyperinflation en Allemagne et en Autriche. Il n'y a pas l'informatique à cette époque. Il n'y a pas Bitcoin. Mais peut-être, mais ça change sérieusement quoi? Parce que tu penses sincèrement que si vraiment c'est le chaos, Ah, moi, je Tu sais que penses je vais pas sincèrement me tourner vers l'or, en tout cas. je sais pas, mais non mais C'est sérieusement, ça. Non, mais c'est ça, juste que j'essaie est-ce de que dire. tu crois vraiment, par exemple, que la structure électrique va continuer à fonctionner normalement? T'as déjà vécu en Afrique? T'as déjà... Moi, j'ai peut-être un avantage sur toi, je suis désolé, mais j'ai grandi dans ma jeunesse dans un pays où, je crois que j'ai déjà raconté, donc c'est pas, moi je partais à l'école le matin, ok, à 7h du mat, ma tâche finale à la maison, hein, c'était d'aller à la salle de bain et dans la baignoire, on avait la chance d'avoir une baignoire, d'ouvrir les robinets, pas de les fermer, de les ouvrir, de mettre la bombe, d'ouvrir les robinets, pour espérer le soir avoir de l'eau. Parce que sinon, au cours de la journée, c'était complètement aléatoire. S'il y avait plus, tu pouvais espérer que le bidon au-dessus du toit ait récupéré de l'eau. Mais sinon, la distribution d'eau était parfaitement aléatoire. Et alors, je te parle même pas de la distribution électrique. Ça m'est arrivé régulièrement de me réveiller la nuit parce que le climatiseur s'arrêtait. J'avais la chance d'avoir un climatiseur, je me plains pas. Mais régulièrement, pouf! Quand t'es dans un monde comme ça, et encore, c'était, à l'époque, tout allait bien, hein. Il y a pire que ça, hein. Quand t'es dans un monde où le chaos s'installe un peu comme ça, dans ce genre tu crois vraiment que les gens tu as un internet machin. Non, mais je dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, hein, mais Mais la notion de réserve de valeur, c'est des choses vers lesquelles les gens se tournent quand il leur reste. Qu'en gros, c'est vraiment le dernier truc dont ils sont le plus sûrs. C'est ça la notion de réserve de valeur. C'est pas juste j'ai un compte et je suis sûr que mon compte va pas bouger. D'accord, mais regarde, même dans ton scénario, oui. vraiment là, ça devient le chaos. Du coup, il y a de la barbarie, il y a des gangs de partout. Faire respecter sa possession, parce que là, il n'y a même plus vraiment de droit de propriété encore, parce que je sais pas s'il y a vraiment des contrats entre les gens. Si tu veux. Ça devient compliqué, même pour n'importe qui. Et je prends par exemple les plus faibles qui auraient pas d'armes, ce genre de choses. S'ils veulent protéger leurs biens physiques, j'ai envie de te dire, ça va être aussi extrêmement compliqué. Je n'en dis qu'on vient pas. Et si tu fais le comparatif mais ça change quoi ce que je dis avec Bitcoin, bah ça sera beaucoup plus simple de prétendre ne pas avoir de valeur, ne pas avoir de richesse sur soi, alors que et t'auras juste à peut-être faire un périple, une odyssée où tu vas dans un autre pays qui lui a encore internet et bam tu te rebranches au réseau. Mais rends-toi compte, mais Victor, j'entends ce que tu dis. On part dans des scénarios hypothétiques et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on commence à arriver là, tu mets cette dernière carte. Mais parce que c'est toujours la même, hein. Il y en a, je vais être cash avec toi. J'ai une seule carte, moi, sur le Bitcoin. Non, mais mais je suis extrêmement basique. J'ai aucun problème. J'ai une seule carte, moi, contre le Bitcoin. Ce n'est pas une valeur. C'est très simple. Ça n'a pas de valeur. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, c'est intéressant. Ça n'a pas de valeur. Tu peux tourner dans tous les sens que tu veux. Mais c'est le point où j'arrive pas à comprendre. Genre, s'il a un cours, c'est qu'il a bien une valeur. Ah non. C'est ça que je comprends pas. Il a un cours, mais il a un cours en quoi? Il y a des gens qui l'échangent, oui. Est-ce que pour autant, tout le monde va se ruer dessus quand on est en période de crise? Pose-toi cette question-là. J'ai l'impression que c'est une sorte de mais c'est ça qui définit. Le modèle de pensée keynésien, c'est que on se dit on va mettre tous ces paramètres et moi je prétends savoir comment ça va se passer. Je prétends rien du tout. À part par la pratique, je pourrais pas savoir. Ce que tu dis là n'est pas faux. Je vais pas contester ça, mais essaie de répondre à ma question. Du coup, pour moi, en fait, ces arguments, ils sont même pas très intéressants parce que au final, moi, je m'intéresse qu'à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis capable de constater aujourd'hui? Je vois Bitcoin ne fait que augmenter en valeur. Il s'approche et aujourd'hui il est à 100 000. D'accord. Tu crois pas parce que tu crois que la preuve empirique est une preuve? Non, je dis pas que ça fait preuve, mais en tout cas, comparativement entre me mettre dans un scénario hypothétique où peut-être que ça se passerait mal pour Bitcoin, je trouve que c'est sûr. C'est pas que c'est peut-être, c'est sûr. Tu peux pas dire ça. Bien sûr que si.
Comment tu peux dire que ce soit sûr? Mais parce que donne-moi la réponse. Si mais explique-moi quelle est la probabilité et pourquoi les gens dans ce genre de situation se ruaient sur le Bitcoin. C'est une question. J'ai pas dit ruer, hein. J'ai dit que c'est ça le sujet. j'ai dit que c'est à ça que tu reconnais. Mais sérieusement, c'est à ça qu'au bout du compte tu reconnais une vraie réserve de valeur. Non, parce que ça marche jamais comme ça. Ah bon? Les gens quand ils se retrouvent dans une situation ultra critique dans ces cas-là, Oui. ils vont juger Ils vont chercher à bouffer d'abord. Non, mais ils vont distribuer leurs risques. Je veux dire, ils vont pas d'un coup transférer tous leurs avoirs dans un seul truc. Chacun a des propriétés, des qualités qui sont différentes. Pourquoi tu crois dans ce cas-là que Peut-être qu'ils vont se faire un portefeuille. Ils vont acheter 80% d'or. Et puis derrière, il y aura 20% de Bitcoin. Mais c'est juste pour voir à peu près tu as regardé la distribution. Non, mais, regarde, je sais pas, mais regarde l'histoire. Prends les Juifs du ghetto de Varsovie. C'est des gens dans une situation de plus de stress que c'est quand même compliqué. Ils ont typiquement conservé les bijoux et autres choses. Et les derniers trucs qu'ils ont lâchés, c'est bien tout ce qui pouvait être des biens de valeur. Ils ont gardé le plus longtemps possible auprès d'eux des choses qui restaient encore transportables, etc., dont ils espéraient que ça ait de la valeur. Mais là, c'est un fait purement. C'est des gens dans des situations de stress ultime qui ont dit attends, je vais pas garder. Enfin, quand même quoi. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Mais ils ont pris différents objets qui étaient peut-être de l'argent, de l'or. Mais pourquoi tu crois qu'ils ont fait ça? Des billets ou des contrats de possession de certains trucs. Tout à fait. Et plein un portefeuille au final. Tu vois, diversifié, j'ai envie de te dire. Mais que ce soit diversifié. Pourquoi Bitcoin n'aurait pas sa place dans une situation critique? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'ils ont pris ces choses-là parce qu'ils espéraient pouvoir les vendre. Et Bitcoin aujourd'hui est ultra liquide. Ah oui, dans un monde où il y a Internet, où il y a l'électricité, dans un monde moderne. Dans un monde où il y a Starlink, Internet, c'est très très dur à arrêter quand même. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as raison. On va s'arrêter là. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Essaie de te projeter dans un monde en crise. Mayotte, tu veux qu'on aille à Mayotte? Quelle est la valeur de Bitcoin à Mayotte? Ils ont Internet là-bas. Il y a encore Internet qui marche dans le bordel qui est détruit. Ils ont Starlink. Et ils ont l'électricité, etc. Tu vois, non mais aujourd'hui, il y a un simple panneau photovoltaïque qui fait cette taille et je suis capable d'alimenter mon téléphone. Ok. Très bien. Mais ça veut dire qu'ils peuvent continuer à passer les transactions. Oui. Ça veut pas dire que c'est... Tu vois, encore une fois, ils ont accès à un moyen de paiement. Super. Est-ce que c'est une valeur pour autant? Est-ce qu'ils achètent... Essaie de te projeter sur cette idée-là. Est-ce que j'achète du Bitcoin parce que c'est du Bitcoin? Ouais. Non, j'achète du Bitcoin parce que je pense que je vais pouvoir payer des trucs avec. Essaie de faire cette différence-là. Oui, mais je pense qu'on n'est pas, on fait face à une exception, on fait face à un nouvel objet, à un ovni. C'est pour ça que je pense qu'il est très dur à conceptualiser, à comprendre que il est pas parfait parce que Alors, on va le faire. La dernière question, c'est qu'on pose sur une des vidéos, et la suivante, c'est, on reprend Mayotte, etc., machin, il n'y a plus rien, tu dis, tu n'as plus que des bitcoins, etc., donc très bien, ce que tu as à vendre, c'est des bitcoins, machin. Tu les mets sur le marché, là, tout d'un coup, il y a une catastrophe à Mayotte, etc., donc il n'y a plus rien, et du jour au lendemain, il faut pouvoir tout acheter avec bitcoin. Hein, c'est la situation, c'est le scénario. Ouais. Voilà, mais tu te trimballes avec tes bitcoins, tu as tout ton système qui fonctionne, très bien. Parfait. Et tu vas aller acheter à manger, de l'eau potable, tous les trucs comme ça direct en Bitcoin du jour au lendemain. Ouais. Quel est le cours du Bitcoin? Quel est le prix du Bitcoin? Comment tu fais pour savoir quel est le prix du Bitcoin? Déjà, si je me suis reconnecté au système... Non. C'est pas un problème de système. Je suppose que tu as pu te connecter. Très bien. Okay. Je t'accorde ce point-là. Je veux bien... Maintenant, j'ai des bitcoins. Place de marché international. Non, mais je suis dans la rue de Mayotte. Là. Ah oui, non, j'essaie de bouffer et j'essaie de convaincre une nana dans la rue de me donner à bouffer avec mes bitcoins. Comment je fais Comment je fais? Quelle est la valeur du bitcoin? J'ai bien compris où tu veux en venir. Mais le problème, c'est que je vois pas... c'est là que tu vois la valeur du truc. Laisse-moi finir. Mais réponds à la question. Je vois pas la différence qu'il y aurait si tu fais le même cas de figure avec l'or. Ah si, il y a une différence. C'est que la nana, elle va très vite comprendre que l'or,
Oui, mais Elle aura peut-être... si dans toute cette région, il n'y a pas d'or. Non mais, Je sais pas mais combien, c'est pas la salle, combien quoi. ça me coûte Mais c'est pas grave, ça. en ressources pour produire l'or. Mais c'est très... Donc c'est mais quoi non. son prix? Ah mais non, mais c'est là où tu ne... Bah, c'est là où tu ne... dis-moi. C'est la différence, c'est que l'or, elle va tout de suite voir qu'il y a une valeur. Alors, elle sait pas le prix. Je suis d'accord avec ça. Mais elle saura tout de suite dire, ah oui, avec l'or, je peux tirer quelque chose. Et elle va dire, Quelle serait la différence avec Bitcoin? ah mais qu'est-ce que... Parce qu'au final, il y aura juste Quelle un nombre sera- d'unités Mais- sur cette île, un nombre d'unités d'or. Mais elle a, Comment- mais la nana, elle a certainement des bijoux. Elle a peut-être une vague idée de combien elle a payé ses bijoux. Et bah, ça sera pareil pour l'or. Ah non. Pour le Bitcoin. Elle aura déjà. Tu peux supposer qu'elle a déjà des bitcoins, qu'elle a déjà acheté des trucs avec les bitcoins. Bah, s'il y a des Bitcoins sur l'île, ça veut dire qu'elle en a déjà acheté. Mais On se place dans le même cas de figure, voilà. Mais Victor, tout le monde a une idée du prix, d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a une idée du prix de l'or. Tout le monde. C'est ça la différence. Tout le monde, à tout moment et partout dans le monde, a une idée. Pas, je te dis pas que tout le monde connaît le cours. Ça, mais tout le monde a une subjectivité de valeur de l'or. Tout le monde. Sur une île comme Mayotte ou mais n'importe où, n'importe qui dans le monde, sérieux, n'importe qui dans le monde a une idée. Je dis pas que tout le monde connaît le cours de l'or, ce n'est pas ce que je dis. Mais tout le monde a culturellement, de manière directe ou indirecte, une notion de certains prix d'objets aurifères, on va dire, typiquement les bijoux, pour faire simple, d'accord, qui fait que tout le monde a une idée de, grosso modo, quelques grammes d'or, ça coûte, c'est n'importe quoi, 500 balles, c'est n'importe quoi. Mais ce genre de dire, ah tiens, je pense que, par expérience, etc., cette quantité d'or que tu proposes, je pense pouvoir faire parier sur le fait que ça vaut 500 balles, 200 balles, peu importe. Tout le monde a ce référentiel. Parce que l'or a une réalité économique, sociale, commerciale, bijoux et autre chose qui est partout, qui existe déjà. Là, tu t'arrives pas trop à me convaincre. Et c'est... En fait, je me dis, bah, déjà, moi, juste personnellement, j'ai peu d'idées. Genre, Mais tu demandes à ta mère, elle en aura une. Oui, non, mais voilà, moi, je te dis déjà, je pense que ma génération, déjà, elle sait pas trop. Vous demandez à vos parents, vous avez une réponse. Je pense que toi, chez ma génération, chez les gens peut-être de moins de 25-30 ans, les gens ont plus de connaissances de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter avec un bitcoin qu'avec un kilo d'or. Je pense que si demain Mayotte, la population en plus elle est pas très vieille, je suis sûr même que peut-être pas Mayotte, mais tu prends une ville au Nigeria un peu connectée, je suis sûr qu'ils auront peut-être plus de connaissances de combien ils vont pouvoir acheter avec un bitcoin qu'avec de l'or. C'est pour ça que j'ai du mal à être... Quel est le pays le plus peuplé au monde? La Chine? Non. Tu veux dire par mètre carré? Le plus peuplé au monde. C'est la densité? Non, le plus peuplé. Je sais pas. La population la plus grande. Je sais pas comment il faut. C'est la Chine? Non, c'est l'Inde. Ah oui. Ok. Ah là, il est passé là. C'est l'Inde est passée devant la Chine. Ok. Je crois pouvoir dire, je prends le risque de me tromper, mais je pense pouvoir dire quel est le pays où il y a le plus d'or par habitant. Par habitant? En gros, la plus grande quantité d'or, peut-être pas dans l'absolu, mais par rapport à la population, où tout le monde, en gros, grosso modo, pour faire simple, tout le monde plus ou moins a de l'or. C'est aussi l'Inde. Je dirais le Vatican. Mais... Non, oui, c'est pas un pays, ça. Aussi l'Inde. Il y a, dans ce pays-là, je veux bien que ce soit... Mais c'est culturellement... Ouais. J'entends que ce soit culturel. J'essaie juste de te donner des exemples, mais c'est vrai dans tout un tas d'autres endroits dans l'Asie, quoi. Alors, je vais te passer, la vérificative. Je vois pas trop l'intérêt de cette comparaison, parce que j'essaie de te, Bitcoin, c'est un projet, genre, c'est à 15 ans. J'essaie juste de revenir sur le fait que, dans le monde entier, avec des variantes, machin, je veux bien que ta génération, mais vous êtes quelques milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers. 1 milliard, peut-être. Non, vous n'êtes pas 1 milliard, non. En dessous de 30 ans? Mais non, bien sûr que non. Dans le mais c'est là que je pense où tu commets sérieusement une erreur. Tous les gens de moins de 30 ans dans le monde ne sont pas comme toi. Ah oui, non, je te parlais juste du nombre de personnes qui ont moins de 30 ans. Oui, mais je pense qu'au contraire, l'immense majorité des gens de moins de 30 ans dans le monde ont une idée de ce que c'est que l'or et du cours de l'or. C'est bien mon point. C'est bien mon point. J'ai un doute à vérifier, parce que je sais que les détenteurs de crypto Bitcoin... Je peux parler des détenteurs, ils sont quand même nombreux. Hein.
Genre, tu vois, rien qu'aux États-Unis, rien qu'en France, il y a plus de détenteurs de crypto-actifs que d'actions. Il y a plus aux États-Unis. Que d'actions, comment ça, que d'actions? Il y a plus de gens qui détiennent des crypto-actifs qu'ils ont un compte avec des actions. En France? En France. Oui, mais ça en dit beaucoup ça en dit beaucoup sur la France, mais ça en dit pas. Par rapport aux mais je vois pas trop le rapport avec ce que je dis. En quoi ça change? Qu'est-ce que ça change sur? Non, c'était juste pour te donner un ordre de grandeur de la quantité de personnes. Mais on va essayons de conclure parce que je sais pas trop comment. Ah mais pour moi le point. En tout cas, moi j'ai appris des choses sur l'inflation. C'est déjà ça. C'est super. C'est déjà ça. J'avais des incompréhensions, je pense, là-dessus. C'est déjà ça. Encore une fois, moi je viens pas je cherche pas à détruire les espoirs des bitcoiners, machin. J'essaie juste de pas raconter des trucs et des machins. Bitcoin, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore, a tout un tas d'avantages. Bon, j'entends tes points quand tu dis oui, mais aujourd'hui avec la technologie moderne, on peut accéder à Bitcoin un peu partout dans le monde. C'est probablement vrai, ça sera certainement de plus en plus. Je suis encore très très dubitatif que ce soit vrai dans certains pays reculés, parce que tout le monde est loin d'avoir les moyens d'accéder à ce genre de techno, même si certains peuvent le faire, d'accord? Je pense que ça reste totalement exceptionnel au fin fond du Nigeria, et je ne parle même pas de l'Inde. Donc on est encore très très loin sur le fait que Bitcoin puisse réellement être adopté de manière universelle. Ça viendra peut-être peu à peu, peut-être. Je veux bien. En tant que moyen de paiement qui permet de se dégager du fiat et de l'État, j'applaudis dès demain. Toi, je suis pas tout noir tout. Toi. Mais essayez de réfléchir à ce en quoi Bitcoin ne peut pas être une monnaie. Parce que tant que tu m'auras pas expliqué... N'essaie de pas confondre moyen de paiement et monnaie. Tant que le monde en général n'achètera pas Bitcoin pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il peut contenir, parce qu'on va en faire quelque chose, okay, parce qu'il a une valeur en tant que tel. Parce que dans une situation de crise, là, ce qu'on utilise, c'est ça. Ça peut être le verre, là, toi, il a une valeur parce qu'il me permet de faire des choses. Et l'or, il permet de faire quoi? Comment? L'or permet de faire quoi? Tout un tas de choses, des bijoux, tout le machin. À commencer par des bijoux. On va dire, en situation de crise, les bijoux, j'en ai pas besoin. Ah, tu as peut-être pas... Non, mais tu vas prendre l'or parce qu'il concentre des choses de valeur. Tu sais que d'autres vont te le racheter. C'est ça. J'ai la même thèse sur Bitcoin, c'est ça je pense pas qu'on utilise aujourd'hui l'or pour ce qu'il est. Bon, allez, marginalement pour des circuits imprimés, ce genre de choses. Mais c'est pas marginal du tout, justement. C'est ça qui fait son cours, aujourd'hui. C'est pas marginal du tout. Je pense que ce qui fait le cours aujourd'hui, c'est des banques centrales qui en achètent, des individus qui en achètent. Et tu crois que ces gens en achètent? Pourquoi? Parce que culturellement, historiquement, ça s'est imprégné dans la vie humaine c'est un bon moyen de réserve de valeur. Mais... Oui, mais c'est un moyen de réserve de valeur parce que ça sert à quelque chose. C'est ça, tout le sujet, il est là. Mm-hmm. Parce que sinon, comment tu vas être sûr que tout d'un coup, on va pouvoir en faire quelque chose? Sinon, qu'est-ce qui va convaincre les gens d'acheter un truc qui sert à strictement rien? Je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Je pense pas que quelqu'un aujourd'hui qui achète de l'or se dit je suis convaincu du fait qu'il va pouvoir garder sa valeur parce que quelqu'un sera prêt à me l'échanger pour sa valeur industrielle. Je pense pas. Je pense que personne ne réfléchit comme ça quasiment. C'est pourtant exactement la logique du théorème de régression. C'est exactement ce qu'il dit. C'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un sur le marché qui, lui, il voit un intérêt industriel que le cours va exister. Le cours de l'or existe parce qu'il y a des gens qui l'achètent pour autre chose que sa valeur monétaire. C'est ça le point. Moi, je voyais pas le théorème comme ça. Moi, je voyais qu'un jour, quelqu'un l'a vu. C'est tout le temps. Mais non, mais c'est tout le temps. Mais pas qu'il continue à le faire. Mais bien sûr que si, c'est reste toujours vrai. Sinon, il n'aurait plus de notion de valeur. C'est le cours de l'or aujourd'hui continue à évoluer. Il y a certainement des parts spéculatives, là, encore une fois. Mais fondamentalement, ce qui fait le cours de l'or, c'est parce qu'il continue. Il y a des gens qui l'achètent pour l'utiliser. Ce sont eux qui font le cours de l'or. Mais le théorème de régression, pour moi,
de ce que j'avais compris, c'était pour expliquer pourquoi un bien qui aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi il a de la valeur, pourquoi une monnaie est une monnaie aujourd'hui. Je t'entends, Victor, mais c'est la même chose. J'essaie de te dire que ces gens-là, eux, ils ont une motivation d'achat qui fait que eux, ils vont piloter le cours de l'or en fonction de leurs considérations industrielles. Eux, ils vont négocier la valeur, ils vont négocier le cours de l'or, d'accord? En tant que produit, d'accord? En fonction de leur rentabilité industrielle. C'est eux qui ils vont négocier, parce qu'eux, ils ont une motivation industrielle à négocier le cours de l'or, d'accord? Ils sont un point de départ. Mais après, ce cours de l'or, il fluctue dans le marché, il évolue jusqu'à toi, jusqu'à toi. Et donc, cette propagation. C'est comme Bitcoin. Bitcoin, il y a un mineur. Je dis que j'essaie de répondre à ton point mon point sur la régression. Cette propagation de la valeur, c'est la même logique que le théorème de régression. C'est ça que j'essaie de dire. C'est la même chose. Il y a un point de départ il y a un usage, et ensuite la valeur se propage. C'est exactement pareil. C'est pour ça que j'ai utilisé la régression. C'est le même truc. Au point de départ de la régression ou ma chaîne du cours, il y a un point d'usage non monétaire. C'est ça le truc. Il y a un point d'usage non monétaire. Le Bitcoin, où est le point d'usage non monétaire? C'est ça la question de départ. Je reviens sur le truc de tout au début. Les notions de prix d'une monnaie, c'est un ratio entre une valeur d'achat et la valeur non monétaire. Une monnaie, ses caractéristiques, c'est un ratio entre la valeur de truc et la valeur de la monnaie en usage non monétaire. Où est la valeur non monétaire? On laissera les gens y répondre dans les commentaires. Si tu veux. Si tu veux. Sinon, je nous ai amené 2 livres pour tu es gentil, ça peut être tu es gentil. Oui, c'est une bonne conclusion. Fin, oui, j'ai voulu changer un peu. J'ai apporté ce qui est un truc un peu une espèce de must qui n'a rien à voir avec nos sujets. Il faut que je lise en plus. Oui, même si cet auteur dit les mêmes choses que moi. Moi, pardon, je ne suis qu'un modeste porte-parole, sincèrement. Donc, Hans Hermann Hoppe, Démocratie, le dieu qui a échoué. Donc, en gros, c'est son ouvrage probablement le plus célèbre dans lequel il explique pourquoi la démocratie ne peut pas fonctionner, pour faire simple. Et j'ai changé complètement. J'ai fait de la littérature. Gustave Flaubert, un de ses livres les plus... Peut-être pas le plus connu, parce qu'on connaît l'éducation sentimentale, on connaît Madame Bovary, mais après, parmi les grandes œuvres, il y a Salammbô. Mais pour moi, c'est une œuvre libérale, en fait. Et c'est ça qui m'a paru intéressant de présenter. Salammbô raconte une histoire, bien sûr, autour d'une femme, Salammbô. Mais en fait, c'est une histoire de Carthage. Donc, à l'époque du conflit qu'il y avait entre Carthage et l'Empire romain. Et il décrit Carthage et il décrit la déchéance de Carthage. Et en fait, il décrit l'ambiance qu'il y a dans une cour à cette époque-là. Et si tu lis ce texte et que tu penses que Flaubert écrit à l'époque du Second Empire, Napoléon III, tu lis que tout ce qu'il décrit, c'est une magnifique transposition et critique de Napoléon III et du Second Empire, en fait. Donc, en fait, ce texte caché, qui est intéressant littérairement, est une superbe critique d'un régime comme celui de Napoléon III. Ok, je suis curieux, là. Faudra les lire. Du point de vue technique, c'est clairement celui-ci qui est... Ouais. Ça, c'est plus culturel, etc. Non, mais c'est aussi... Mais ouais. C'est très... Il y a plein d'endroits Il y a plusieurs livres de Flaubert qui sont comme ça, qu'il faut lire de manière indirecte. Si tu les lis de manière indirecte, que tu sais qu'il est très libéral par ailleurs, la lecture prend un autre cachet. Ok. Je sais pas du tout qui s'inscrivait chez les libéraux. Il dit, il y a plusieurs endroits dans ses correspondances, il dit « Je suis très, très libéral ». Et quand tu lis certains passages de texte, dans un autre livre, il parle carrément d'axiomes de droit naturel. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui, sans forcément l'avoir théorisé, tu vois, est très proche, en fait, de théories telles que celle-là. Ok. Super intéressant. Oui. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup, c'était intéressant. J'espère que c'était agréable à regarder. Je suis désolé d'avoir été parfois un peu virulent, mais c'est difficile. Il faut arriver à vous pousser. Il faut arriver à vous pousser à dépasser certaines choses. Dire la même chose pour vous. Hein, mais... Pas de souci. Pas de souci. Pas de problème. Mais en tout cas, non, c'était un plaisir. On en reparlera sûrement peut-être je suis sûr. Sur des commentaires, des lives. Je suis sûr qu'il y aura des tonnes de commentaires. Pas de problème. C'était un plaisir en tout cas, merci. Je te remercie de l'invitation.